C'est incontestable. L'homme n'est pas que physique, il est d'ailleurs beaucoup plus spirituel. C'est la raison pour laquelle tous les jeudis sur Espace Miné, dans le cadre de votre télévision Info TV, nous marquons un arrêt important pour évoquer les problèmes ayant trait à la spiritualité. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de continuer à nous faire confiance au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Ce matin, arrêt majeur sur ce que les autres appellent des loges, d'autres appellent des cercles ésotériques. Ce matin, nous parlerons de la franc-maçonnerie, mais avec une interrogation bien précise. La franc-maçonnerie est-elle africaine? Oui, le débat enfle, et c'est d'ailleurs un vieux débat. Deux thèses s'affrontent depuis de longues années. Il y a une qui pense que la franc-maçonnerie est d'origine africaine, et surtout du côté de l'Égypte, la franc-maçonnerie aurait donc pris corps du côté de l'Égypte. En face, d'autres rétorquent tout simplement que c'est un fantasme, c'est archi faux. Ce matin, qui dit la vérité? Quel est le regard que vous posez sur ces deux thèses qui s'affrontent? La franc-maçonnerie est-elle d'origine africaine? C'est la problématique de ce matin dans le cadre de votre jeudi, la spiritualité. Naturellement, vos rubriques sont restées intactes. Vous aurez tout à l'heure la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun, sans oublier également votre dénonciation. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Tot abonné, bonjour. Mama kire mo Aïs. Mama kon min bese mine biva. Mama kon min bese mina metan, mina bon newt, mina si. Au TEP à toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la renaissance africaine. Vous êtes toujours debout et tendu. Je suis toujours debout et tendu comme un vrai bantou. Ça nous rassure. Et j'aimerais te présenter mes félicitations pour ce thème. Merci. Sur lequel j'ai fait des développements depuis 5 ans déjà. Et comme nous n'avons pas suffisamment de temps pour développer, j'aimerais quand même donner certaines pistes à ceux qui vont écouter cette émission. J'ai fait plusieurs émissions sur les origines des cercles ésotériques occidentaux, acte 1 et acte 2. Deux émissions intitulées Lumière sur la franc-maçonnerie dite égyptienne, acte 1 et acte 2, vous pouvez trouver ça en ligne. Une autre émission intitulée Introduction au satanisme judéo-christiano-maçonnique, vous pouvez trouver ça en ligne. Ensuite, j'ai fait Philosophie au pluriel et Mystique au pluriel du pouvoir. Ensuite, j'ai fait la dimension mystique du papyrus Chester Beatty. Ensuite, j'ai fait comment la spiritualité égyptienne a été falsifiée. Donc, tous ces thèmes que je viens d'énumérer, vous pouvez les suivre en ligne. Pour vous qui allez suivre cette émission en ligne, aujourd'hui et même demain et dans les jours à venir, vous retenez les divers thèmes que j'ai énumérés pour avoir d'ample clarté et clarification sur le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Merci. Cela signifie donc que vous êtes prêt. Vous avez au moins 1000 arguments pour soutenir votre thèse ce matin. Merci d'être là. Accueillons également notre cher imam qui nous accompagne tous les jeudis dans le cadre justement de ces jeudis spiritualité. C'est l'imam Cheikh Ali. Bonjour cher imam. Bonjour Perfecto, bonjour aux copanélistes. Bonjour fidèles téléspectateurs, assalamu alaikum à la communauté musulmane qui nous écoute en ce moment. Vous savez, Perfecto, j'ai décidé de rendre hommage aux Camerounais qui font quand même le bon travail, qui permettent que la nation puisse évoluer. Je pense comme ça à l'officier de police, Pierre Landry Mendo. Pierre Landry Mendo depuis le commissariat de Bafia, vraiment qui est un homme au service de la nation. Vraiment, il mérite qu'on lui tient un chapeau, et j'ai pris qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il finisse sa carrière en tant que commissaire principal, commissaire divisionnaire même. Vous l'appelez comment? Pierre Landry Mendo. Il est commissariat de Bafia. Oui, commissariat de Bafia. C'est un bosseur parfait. Il a un travail remarqué. Il a un travail remarqué. Vraiment, il travaille jusqu'à 22h, 23h dans son bureau pour résoudre les problèmes de la communauté. Nous l'avons toujours dit dans le cadre de ce programme Espace Miné, nous ne sommes pas là pour voir tout en noir. Pour ceux qui s'attendent à ce que nous voyons tout en noir, peine perdue. Il y a des Camerounais qui font quand même le bon boulot. Quand c'est le noir, nous disons que c'est noir. Quand c'est aussi blanc, nous avons la faiblesse de venir aussi dire que c'est blanc. On appelle ça l'objectivité. C'est ça aussi le rôle du média. Donc, vous dites que le policier là s'appelle comment? Pierre Landry Mendo. Pierre Landry Mendo.
Du côté de Bafia, c'est un policier qui a un travail important. Il faudrait que le délégué général à la Sûreté nationale, dans ses calepins très réservés, prenne ce nom. Tu dis qu'il s'appelle comment? Pierre Landry Mendo, officier principal de police. Voilà. Oui, son bureau est à l'étage. Nous allons le soulever jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel. Et maintenant, pour les mauvais policiers, ils seront jaloux. On ne prononcera jamais votre nom à la télé. Jamais. Celui qui fait un bon travail, on doit le féliciter. Pierre Mendo. Vous voyez que moi-même, j'ai retenu le nom là. Merci. Hein. Okay. Accueillons également l'apôtre Yannick Mebet, qui est parmi nous ce matin. Apôtre Yannick, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour aux panélistes, bonjour aux chers téléspectateurs. Et puisque également nous sommes ce matin pour les salutations, moi j'aimerais rapidement me pencher vers une personne, un inspecteur de police qui est du côté... Ah, décidément, policier. Oui, décidément. Oui, du côté des Manas, c'est l'inspecteur Njoya. Il fait un travail très remarquable de ce côté, c'est-à-dire que dans la direction de la circulation. Donc, tu dis qu'il s'appelle comment? Il s'appelle, c'est l'inspecteur Njoya. Du côté des Manas. Du côté des Manas. Il dirige la circulation. La circulation de ce côté, Cladex et Manas et Bonnefontaine actuellement. Donc il fait un travail remarquable, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit des pays d'autres, les Camerounais témoins et tous ceux qui sont de ce côté. Et comme je suis de ce côté-là, donc j'aimerais rapidement le féliciter. Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, prenez également ce nom. Ouais. C'est l'inspecteur Njoya du côté des Manas. On dit bravo. Alors, merci. Alors je salue donc tous les téléspectateurs, les téléregardeurs qui nous suivent en l'instant. Je salue toute la communauté, n'est-ce pas, de la Mivipac, qui nous suit également. Je salue, n'est-ce pas, tous les chrétiens du monde entier. Et je salue également tous ceux même qui ne sont pas, n'est-ce pas, dans la même vision que nous. Et en ce matin, je constate déjà un peu que notre cher Tot est venu là avec la poule et avec son... Est-ce qu'on peut faire un zoom sur l'arsenal de Tot ce matin? Je ne sais pas qui est-ce que Tot va influencer. Donc, voilà. Donc avec son, je ne sais pas si c'est le chasse-mouche ou bien si c'est... Bref, de toutes les manières, n'est-ce pas, nous sommes là et ça, actuellement, il n'y a rien à l'intérieur. Donc c'est ce que je peux dire. Donc nous sommes là, nous allons parler vraiment de la franc-maçonnerie. Et nous allons voilà l'arsenal de Tot. Hein. Voilà. Je vois d'abord une douzaine d'ouvrages. Je vois un chasse-mouche, je vois la peau de panthère, la peau de chat-tigre. Donc c'est pour nous influencer. Avec un tissu rouge attaché au niveau du chasse-mouche. Ce sont les attributs très compliqués sur le plan traditionnel. Hein. Okay. Donc Tot veut démontrer qu'il n'est pas un enfant de cœur. Voilà, qu'il est initié. C'est un initié. Ok, c'est un initié. Bon, sauf que lorsque ces choses arrivent devant nous, réellement, les chrétiens qui sont... Ça vous fait peur? Un chrétien rempli du Saint-Esprit peut avoir peur de ça. Ah bon? Faut pas être foudroyé. Faut pas être foudroyé. Non, après, même si Tot veut, il peut même lancer la foudre ici. Je veux pas si ça va fonctionner. Je veux pas les gens de défi là. Alors, merci beaucoup. Donc. Merci apôtre Yannick Mebet. Accueillons également notre ami qui nous accompagne également très régulièrement. C'est Docteur Noir. Docteur Noir, bonjour. Bonjour Perfecto. Je suis très content de revenir ici. Il y a une certaine clarté qui est dans ce plateau que seuls les illuminés peuvent voir. Ah bon? Je ne sais pas quel parfum, je ne sais pas quel encens, je ne sais pas quel rituel, je ne sais pas quelle prière tu as eu à faire, mais je t'assure, il y a une certaine bonne lumière qui est là à l'intérieur et qui n'est pas accessible à tous. Docteur Noir, je vous fais une confidence. Hein. Partout où je vais, je mets de la lumière. Ah oui, et les gens de ténèbres ne m'approchent pas. Ah oui. Si tu as des mauvais esprits, ça ne passera pas. Exactement. Je suis une lumière. C'est ce que je constate. Et pour vous-même qui êtes des initiés, vous le voyez? Bien sûr. C'est la raison pour laquelle même je n'ai pas déjà commencé à me présenter. J'ai d'abord commencé par apprécier la lumière qui est ambiante et qui n'est pas visible à tous là dans la salle. Donc je suis content d'être ici. C'est un sujet qui est très grand, qui mine beaucoup de pensées et qui parfois devient sujet d'intrigue. Ouais. C'est-à-dire, dès que quelqu'un a une certaine tendance, tu vas apprendre qu'il est franc-maçon. Ne reconnaissant pas ici qu'également, il y a certaines choses qui ont été faites par eux et il y a certaines choses qui ont été faites mal par eux. Et puis, nous allons voir à la fois la genèse, la structuration, l'organisation de la fraternité maçonnique. La franc-maçonnerie est-elle d'origine africaine?
Accueillons notre ami Alain Douk qui nous accompagne également tous les matins. C'est notre invité permanent. Alain Douk, bonjour. Bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là pour ce jeudi spiritualité. Je salue comme ça nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Nous allons passer certainement, par la grâce de Dieu, un grand jeudi spiritualité. Vous êtes à l'aise dans ce sujet? Je suis toujours à l'aise autant que faire se peut. J'imagine vous voilà qui parle encore bien, hein, Alain Douk. Vous parlez encore bien. Mais dans 45 minutes, je ne sais pas ce qui va se passer. Alain Douk, pourquoi tu ne peux pas parler comme tu parles là? De toutes les façons, vous êtes en direct sur Info TV avec tout ceci. À tout de suite pour la suite. Bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour à nos charmants et fidèles téléspectateurs que je retrouve avec beaucoup de bonheur ce matin. À chaque fois que nous vous recevons, cela signifie que nous devons déjà faire un tour du côté des kiosques. Exact. Que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, El Perfecto, présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bel et bien du tri-hebdomadaire La Météo qui présente cette information triste. Nécrologie, Kavaï Yeguie Djibril n'est plus. C'est ce que nous dit ce journal en page 3. L'ancien président de l'Assemblée nationale est décédé ce 6 mai à 86 ans à Tokombéré, département du Mayo-Sava, région de l'extrême nord, des suites de maladies. L'Olamido a été enterré à Mada, son village natal. Même son de cloche pour Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics qui présente ici cette information une. Kavaï Yeguie Djibril, les adieux. La nation rend hommage à l'ancien président de l'Assemblée nationale décédé hier à Tokombéré dans l'extrême nord à 86 ans. L'homme qui a occupé le perchoir pendant 34 ans jusqu'en mars dernier a été inhumé selon la tradition musulmane. Nécrologie, Kavaï Yeguie Djibril n'est plus, c'est ce que nous dit le jour d'Aman Mana qui revient également avec cette information ce matin. Mutation de Georges Alain Boyomo présente une série noire. Kavaï s'éclipse lui aussi, s'exclame ce journal. À 86 ans, l'ex très honorable est décédé hier dans son village où il s'était retiré. En moins d'un mois, les anciens présidents du Sénat, de la Cour suprême et de l'Assemblée nationale du Cameroun ont quitté la scène. Un constat fait ce matin par le journal Mutation de Georges Alain Boyomo. Le messager de Feu Pius Njawe parle également du décès de Kavaï Yeguie Djibril, 1940-2026, très honorable, vanité. Figure centrale du Parlement camerounais pendant plus de 3 décennies, l'ancien président de l'Assemblée nationale qui rend l'âme 50 jours après avoir quitté le perchoir, referme une longue séquence politique faite de longévité, d'influence et de controverses. 1940-2026, l'œil du Sahel en parle également et présente la vie et la mort de Kavaï Yeguie Djibril de la page 5 à la page 7. Nous laissons cette information pour retrouver à présent Info Matin qui nous amène du côté de l'IAI Cameroun. Joseph Lé s'exprime dans ce journal en page 3. Armand Claude Abanda est une richesse nationale. L'occasion de la dédicace ce 6 mai au Centre d'excellence technologique Paul Biya, 6 en Kolanga, banlieue de Yaoundé, dans le département de la Mefou et Afamba, du livre Clic présidentiel et accès TIC, l'exemple du Cameroun, aura pour plus d'un observateur été un grand moment de témoignage à l'endroit du représentant résident de l'IAI Cameroun, auteur du prestigieux ouvrage. Le Minfopra, postfacier du dit ouvrage, livrant un hommage mérité au titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale Access TIC, soulignera également que par son leadership, des centaines de milliers de Camerounais, jeunes femmes, enfants, agents publics, étudiants, entrepreneurs, porteurs de projets, ont non seulement acquis des compétences, mais une véritable citoyenneté numérique. La Tribune parle également de cette cérémonie, clic présidentiel et accès
accès TIC, l'exemple du Cameroun. Armand Claude Abanda retrace la souveraineté numérique camerounaise. Dans cet ouvrage dédicacé le 6 mai 2026 au Centre d'excellence technologique Paul Biya en Kolanga, le représentant résident de l'IA Cameroun, par ailleurs titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale Access TIC, fait un plaidoyer pour l'égalité numérique et une vitrine de la profonde mutation digitale que connaît le pays. L'ouvrage est donc à retrouver ce matin en page 2 du journal d'Oscar Abesolo. Le Point, le billet hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale, parle de la visite du pape Léon XIV, CSPH, Oki Johnson, The Conductor. Information à retrouver en page 7 et on revient donc sur le coordinateur général de la visite papale, le président de l'association des hommes catholiques du Cameroun, qui a été l'un des principaux artisans d'une organisation titanesque dans les villes de Yaoundé, Bamenda et Douala. Transversal est également en kiosque ce jour et le journal Transversal nous amène du côté du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Henri Eyebaïsi impose l'éthique comme levier de performance administrative. Et si la clé de la modernisation de l'administration camerounaise ne résidait ni dans les technologies, ni dans les financements, mais dans les comportements au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, cette conviction prend corps à travers une initiative singulière, les 10 commandements d'Henri Eyebaïsi, désormais élevés au rang de charte éthique. De la page 3 à la page 5, ces 10 commandements sont à retrouver ce matin au journal Transversal de Joseph Mbala qui en parle. Nous mettons un terme à cette revue de presse avec Barman Actu, ce magazine qui présente ici l'interview exclusive de Meka Jean-Marc, directeur commercial et marketing de boissons du Cameroun. Le grand dossier vous est également livré dans ce magazine numéro 1, grand dossier spécial 1er mai, quand le pays fête, le barman travaille. Njutsop Langui s'est également exprimé ce matin. Njutsop Lonchi Tiomo Jacqueline, plus de 36 ans derrière le bar, enfin ça avance. On présente également cette parole d'expert, la loi de finances 2026, une alerte mais aussi une opportunité pour les barmen. Ngongo Paul, PDG du CGA, la voix du barman, est donc également à retrouver dans ce magazine qui nous permet de mettre un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce jeudi matin. Merci de toujours faire confiance à Info TV pour vous informer et sachez tout simplement qu'avec la somme de 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce jour. Je vous laisse le soin de faire le décompte à la maison. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci à toi TVB pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain pour la dernière production. Avec le même plaisir et le même bonheur El Perfecto, je vous souhaite de passer une excellente journée et surtout, bonne suite d'émission. Merci beaucoup, mais n'oublie jamais de mettre le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit, El Perfecto. Oui. J'ai une question, c'est vrai que c'est toi qui poses des questions, mais j'aimerais bien savoir que fait-on souvent de la chair, des os et du sang des animaux à qui on retire la peau? Il faut demander à Tot. Oui, parce que, parce que là... c'est lui qui a les peaux d'animaux. Où est passée la chair? Je pense qu'on la mange. Ah ouais. On la mange dans un rituel. Ah d'accord. Ah, donc on la mange pas simplement. Donc la peau qui sera utilisée comme celle que vous avez devant vous, on mange la chair de cet animal, mais pas de manière simple. Dans un rituel. Ouais, avec des ingrédients bien spéciaux. Et des incantations. Merci. Merci. TVB, El Perfecto. À demain 10h. Avec le même plaisir. Bonne suite d'émission. À tout de suite pour la suite.
Alain Douk se ressaisit de la parole que nous lui donnons d'ailleurs pour la dénonciation de ce matin. Pour ce matin, nous portons une dénonciation genrée, puisque ça vient d'une dame. Elle se plaint de son époux. Elle a fait des études avec une formation qualifiante, professionnelle. Ses compétences sont utilisées par son époux dans une entreprise qu'il a. Le problème, c'est qu'elle travaille, elle est très compétente, elle a même été utilisée dans plusieurs départements au service de l'entreprise où elle a performé. Donc ses compétences ne sont remises en question par personne. Sauf que son époux juge que son travail ne mérite pas rémunération. Comme c'est son épouse. Donc il ne la paye pas. Il paye tout le monde, sauf elle. Sauf que ça entretient un lien de dépendance très servile et qui peut être très contestable. Elle doit toujours en référer à lui pour avoir quelque chose. Et il n'a même pas, d'après ses dires, il n'est pas quelqu'un de très libéral à ce niveau. Donc pour tout, elle doit recourir à lui. Donc elle fait comment? Même s'il y a un problème dans sa famille, elle doit recourir à lui, etc. Elle lui a déjà dit de lui donner un salaire comme tout le monde. Il s'y oppose, il prend ça très mal. Elle envisage, elle a fait la proposition d'aller travailler ailleurs. Il s'y oppose de même. Il dit même que si elle tente de prospérer dans une telle démarche, de s'entêter à aller dans cette voie-là, il va même aller voir ses parents pour mettre un terme au mariage et tout. Donc elle est très perturbée par cet état des choses. Et c'est ce qu'elle dénonce, cette espèce de dictature et d'abus de pouvoir de son époux, et espère trouver quelques conseils pour savoir comment gérer cette situation plutôt compliquée sur le plan domestique. Alors, 2 ou 3 questions avant de passer la parole à nos amis sur le plateau. Ils se connaissent depuis à peu près combien de temps? Ils sont mariés depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Ils ont des enfants? Oui, ils ont 2 enfants. Et vous insistez que la dame est vraiment compétente? Non, elle est compétente, rien à dire. Rien à dire. D'accord. D'accord. Assistante de direction. Assistante de direction. Imam Cheikh Ali, votre commentaire? Donc, si on comprend bien, la dame, elle est employée de son mari, quoi. Elle travaille pour son mari comme... Oui, dans son entreprise. Non, elle mérite un salaire. Elle mérite un salaire, elle doit te payer. Parce que ça, c'est de l'exploitation. Donc, en principe, elle devrait s'occuper de la maison. Donc, s'il décide de la faire sortir, elle pouvait aller travailler ailleurs. Si elle travaille ailleurs, elle va avoir un salaire. Donc, il est en train de faire de l'exploitation. Et vraiment, ça, c'est pas digne, c'est pas normal. Moi, je pense donc, que... il n'est pas différent des Chinois. sauf que bon, il la fouette pas. Mais c'est ce qui fait que c'est un téléchargement. Non, vraiment, il n'est pas ça. Non, il est malhonnête. Vraiment, disons les mots, il est malhonnête, il n'est pas sérieux. Parce que tu épouses une femme avec qui tu as des enfants, et elle peut-être faire les travaux de ménage avant d'aller au travail, peut-être faire de la cuisine, et tu l'emploies, tu ne payes pas. Non, non, non. Je pense que tout travail, surtout dans le cadre professionnel, mérite un salaire. Elle doit être payée. Dans le cas contraire, elle doit porter plainte. Elle doit porter plainte. Contre son mari? Bien sûr. Ou alors elle arrête de travailler. Non, ou elle arrête de travailler, reste à la maison, parce que ça ne sert à rien de travailler et tu n'as pas un salaire. C'est les deux choses, soit l'une ou l'autre. Soit elle porte plainte contre son mari, soit elle reste à la maison, tout simplement. Soit alors, elle va travailler ailleurs. Et comme si elle tente d'aller travailler ailleurs, le mariage est fini. Non, elle reste à la maison. Non. Vraiment, si c'est mieux, parce que ça serait, sauf si elle veut se balader. Sinon, elle reste à la maison, elle s'occupe d'autre chose. Elle peut faire des business à la maison, par exemple le commerce en ligne. Hein. Elle peut faire son commerce en ligne, elle peut vendre des produits, je ne sais pas de quoi, des femmes en ligne. Tout simplement, elle gagne son petit argent. Apôtre Yannick Mebet, comment vous jugez le comportement, l'attitude de ce monsieur qui emploie certes sa femme, mais ce qui m'intéresse, c'est au niveau de la dénonciation, Alain Douk est clair. La dame est performante. On l'a envoyée dans plusieurs départements de l'entreprise. Et de ce côté-là, toujours, elle a impacté. Il y a eu des résultats positifs. Mais le monsieur ne lui donne pas un radis. Votre réaction? Alors, ce que je dirais à ce niveau, c'est
d'abord l'entente des deux. Quel est l'accord qu'ils ont eu ensemble? Parce que quand le mari décide d'employer sa femme, ça veut dire qu'elle, normalement, qui devait faire des tâches de la maison, elle se retrouve dans l'entreprise. Alors, est-ce qu'elle peut se retrouver comme ça à l'entreprise? Non, certainement qu'il y a des accords. Mais de toutes les manières, si elle est employée dans la société de son mari, ça veut dire que, n'est-ce pas, elle a droit à un salaire. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire, même si c'est ta femme. Parce qu'elle n'est pas venue là-bas en tant que sa femme. Dans l'entreprise, elle n'est pas là-bas, elle n'est pas engagée en tant que sa femme. Bon, le mari estime que ce qui m'appartient t'appartient aussi. Donc c'est mon entreprise. Donc tu travailles dans ton entreprise. Tu n'as pas le droit à un salaire. Pas en tant que sa femme. Il ne l'a pas engagé en tant que sa femme. Il l'a engagé en tant que, n'est-ce pas, quelqu'un qui doit apporter son expertise à cette entreprise. Et elle apporte. Voilà, et elle apporte. Elle est performante. Donc elle a droit à un salaire. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible même dit que la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses mains. Si une femme décide déjà d'aller travailler et que le mari a autorisé, ça veut dire qu'elle va aussi rapporter à la maison. Et ça va aider le ménage, ça va aider les enfants. Ils vont se construire. Moi, je trouve même que c'est même une très bonne femme. Donc, si son mari peut se justifier en lui demandant tu as besoin de quoi? Non. Je te donne tout. Mais tu l'as amenée dans l'entreprise. Pourquoi? Il fallait la laisser à la maison. Mais elle travaille dans son entreprise. Non, elle travaille en tant que qui? Ou en tant que quoi? Elle est quoi? Hein? Elle apporte son expertise. Donc, il n'a pas à la traiter de cette manière. Il faut simplement qu'il lui donne son salaire. Elle a droit. On va évoluer au niveau, parce que bon, je suis sûr que tout sur ce plateau condamne l'attitude du monsieur, je présume. On espère. On espère. On espère. Bon, ben s'il y a quelqu'un qui le condamne, ben, il peut donc le dire. Attends, évoluons un peu. La dame veut un conseil. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce qu'elle se sent mal à l'aise et le monsieur lui fait une espèce de chantage en lui disant que si jamais tu vas travailler ailleurs, je mets un terme à notre union. Là, en ce qui me concerne, mon avis est celui-ci. La seule chose qui puisse nous amener à être d'accord avec l'époux de cette dame, c'est que l'entreprise, dans les dossiers, c'est-à-dire formels de l'entreprise, figure aussi le nom de la femme, peut-être comme co-régente, comme, je ne sais pas, comme partenaire. J'en doute. Oui, parce que si ce n'est pas le cas, imaginons-nous un jour que cet homme radie sa femme, par exemple du mariage, avec toutes les énergies qu'elle aura dépensées, toutes ces années qu'elle aura dépensées, elle va bénéficier de quoi? Rien du tout. Donc le fondement qui pourrait légitimer l'attitude du monsieur, c'est que sur les papiers formels, que le nom de la femme figure en tant que peut-être co-dirigeante, copropriétaire, copartenaire. Ce n'est que dans cette mesure qu'on peut comprendre que la femme n'a pas droit à un salaire. Voilà. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec ces hommes qui exploitent les femmes, qui estiment que la femme doit toujours être dépendante de l'homme. Moi, je prends l'exemple sur moi. Madame a eu une licence en comptabilité finance. Elle a commencé à travailler dans des boîtes auprès des directeurs de ceci, cela. Ça n'a pas très bien marché là-bas, avec ce que vous connaissez là. Moi, je ne connais rien. Des petites pressions, chantage et autres. Pression de quoi? Madame? Harcèlement sexuel. C'est pas trop, vous voulez l'amener? Oui, parce que, par exemple, quand on voit une dame avec une statue, avec des courbures de l'espace, les gens aimeraient explorer. C'est comme ça votre dame? Je ne sais pas. Nous la depuis longtemps. Donc continue par la description. Donc je continue par description et imagination vont de corollaire. Et l'action ne suit pas très loin de ça. C'est donc ainsi que j'ai décidé que tu as fait l'école. Moi, je vais te trouver ce que tu vas faire. Je lui ai donné un bon fond. Ouais. Elle a commencé ses activités. Actuellement, elle gagne même le quadruple de ce qu'elle gagnait dans les entreprises. Voilà. Elle est plus à l'aise, elle est plus libre, elle peut décider qu'aujourd'hui je travaille, demain je ne travaille pas.
Voilà, donc Elle est à l'abri de ces harcèlements. Voilà, donc il faut rendre nos femmes autonomes. Voilà ma vision. Merci. Hein. Alors, docteur Noir, je sais même d'abord quoi cette affaire où vous avez une entreprise et vous décidez que votre femme soit aussi employée dans cette entreprise. Est-ce que c'est toujours une bonne option? Est-ce que c'est pas mieux de laisser la femme voler également de ses propres ailes ailleurs, travailler dans une autre entreprise? Mais bon, vous vous retrouvez tous les soirs à la maison. Oui, c'est déjà d'abord, elle devait comprendre, si elle nous suit maintenant, que lorsque prochainement, il pourra peut-être créer une activité jumelle comme celle-là, qu'elle introduise son mari à délivrer le document qu'on appelle le pacte des associés. C'est très important. Comme nous, on monte les entreprises et ainsi de suite, les gens ne le savent pas. Quand on est très lié à quelqu'un, il faudrait faire ce qu'on appelle un pacte des associés qui définit les parts. C'est ce qu'on appelle encore la rédaction des statuts. Parce que quand elle travaille comme ça, moi je ne peux pas appeler ça un travail obsolète, le mari peut décider de le payer avec les sentiments. Le mari peut décider de le payer même avec le bon pilonnage. Ça, c'est son droit là. Les abus ne peuvent pas manquer. Voilà pourquoi nous conseillons toujours aux gens. J'ai eu une dame hier qu'un ami a appelé du côté des Camites pour me dire ok, prends cette dame, monte-lui les entreprises et ainsi de suite. Elle a essayé de me dire voici comment elle est avec ses frères et ainsi de suite. Je lui ai dit non, non, non. Il n'y a pas à faire de frères là-dessus. Si vous créez une entreprise, la dénomination et le sigle et ainsi de suite, tu crées ça avec tes pièces personnelles. Maintenant, un papier qui est de l'autre côté sera tel que vous allez définir les statuts, mais qui n'ont rien à y voir avec les entreprises, mais qui ont à y voir avec les tâches et les divers parts qu'ils pourront apporter. Donc, moi, je pense que cette dame, ce qu'elle devait faire, c'est... on nous dit quelque part, ce qui ne nous tue pas nous rend forts. Tout à fait. Qu'elle reste dans cette atmosphère et la nature, le yantra, l'univers, Dieu trouvera une opération par laquelle elle pourra s'en sortir. C'est un conseil compliqué. Hein? Ouais, donc elle continue à travailler comme ça. Qu'elle continue, ce qui ne nous tue pas. En tout temps, on vous fait comprendre que l'homme là n'est même pas suffisamment généreux. Hein? C'est-à-dire que quand la dame lui pose même un problème, pour donner même de l'argent, c'est pas évident. Je profiterai ici pour dire, je connais un ami à qui on avait utilisé les documents pour ouvrir un collège. Écoutez-moi très bien. Vous savez qu'il y a, comment on appelle ça, les conditions d'éligibilité pour ouvrir un collège dans le sens pédagogique. On a utilisé son savoir, on a utilisé, bref, ses diplômes et ainsi de suite pour ouvrir le collège. On ne le payait pas, on s'amusait avec cela et ainsi de suite. Plus tard, l'inspection du ministère de l'Éducation est descendue sur le terrain pour voir la documentation qui régit l'entreprise. Et là, le responsable de l'entreprise était obligé de dire que le collège appartient à monsieur tel, à monsieur tel, à monsieur tel. Et le monsieur a profité de manière subrepticement, aller rapidement au tribunal et un peu de partout, faire les documents. Et puis le collège l'appartient aujourd'hui. C'est lui maintenant qui paye le directeur. Mais c'est une affaire de Western. Non, c'était égal dire, affaire à avant qu'il ne me fasse à moi. Qu'elle reste tranquille. Alain Douk, quel est le regard sur cette dénonciation de ce matin? Je pense que Noah a commencé à dire quelque chose qui, moi, de même, fait partie de mon angle réflexif. Si on dit, parce que son argument, et tu l'as bien illustré, non mais attends, je te paye pourquoi? C'est notre affaire, ce qui m'appartient t'appartient. Donc du coup, on doit encadrer ça juridiquement. Tout à fait. Ça doit être clair, on voit bien comment, en tant que partenaire, il est clairement établi qu'il me revient. Monsieur là va commencer à freiner parce que si je suis actionnaire ou associé, je dois bien voir la part des dividendes qui me reviennent. Tout à fait. Qui me revient. Et tu ne viens pas m'infantiliser, me réduire à une espèce de servilité dans ce qui me revient. Puis je dispose de ce qui me revient en tant qu'adulte, comme je l'entends. Parce que c'est ça, il réduit. Tu vas voir que la femme l'a réfléchi à trop. Voilà, c'est d'abord d'un. Maintenant, pour nous qui avons fait les sciences économiques, quand tu regardes l'équation pour illustrer la production, un des facteurs, c'est le travail. D'accord? Dans cette équation-là, ben écoutez, là-bas, pour produire, il n'utilise pas son épouse, il utilise un facteur qui est appelé le travail. C'est les compétences de la dame qu'il utilise. Il faut qu'on soit clair. Vraiment, il est donc prévu économiquement que le facteur en question soit rémunéré. Donc tu rémunères le facteur en question, il doit la payer
pour ses compétences. Et je pense qu'un homme sérieux veut quand même un minimum d'autonomisation de sa femme. Attends, tu te sens comment en tant qu'époux quand tu es là, tu entretiens, je sais pas, peut-être que c'est le genre d'homme qui n'est pas sûr de lui, hein. Parce qu'il y a des hommes là, ils trouvent que vraiment si sa femme devient trop autonome, elle va s'émanciper là, elle ne sera plus obéissante, voilà, soumise. Vraiment, si elle est même belle là, d'autres hommes vont commencer à regarder. Ils utilisent donc une espèce de laisse, la laisse de la dépendance matérielle et financière pour soumettre la femme. Mais non, attendez, il faut passer à autre chose là, vraiment, c'est très machiavélien. Merci. Nous allons chercher à lire quelques messages de nos téléspectateurs ce matin. C'est vrai que à l'antenne, je suis devenu un peu noir. C'est pas ce qui se passe. C'est le balai de tête. Alors, nous allons prendre ces messages. Alors, ça commence à tomber. Bonjour, monsieur, et toi, Aïe, c'est parfait. Non, quand vous voulez donner mon nom presque en entier, il faut donc vous rassurer de l'ordre. Ce n'est pas et toi, ici, c'est Aïssi et toi. Voilà. Parce que et toi, c'est le nom de mon papa. Voilà. Donc bonjour monsieur Aïssi et toi parfait. Ce monsieur n'est pas différent des Chinois car il torture. Car il torture psychologiquement sa femme. C'est un monsieur qu'il faut interpeller car il exploite sa femme. C'est Francesco Totti qui envoie ces messages. Waouh, c'était le nom d'un très grand joueur italien, Totti. Oh là là. Au niveau de la Calcio. Alors, bonjour, le mariage n'est pas une fin en soi. C'est le langage des victimes. C'est un mari toxique. Lorsque vous avez connu trop de déceptions, vous vous résumez à le mariage n'est pas une fin en soi. Et si la dame a un contrat de travail, elle est considérée comme une employée de l'entreprise. Dans ce cas, elle peut revendiquer ses droits d'employé. Mais au cas contraire, c'est un problème de couple qu'il faudrait régler dans un cadre familial. Si ça ne marche pas, elle démissionne et se contente d'être une femme au foyer et trouver d'autres moyens de prendre l'argent de son mari. Ou encore, elle trouve un autre emploi et quitte à sacrifier son mariage étant donné qu'elle a suffisamment de compétences. C'est Cyril à Douala qui nous envoie cette contribution. Bonjour parfait, ici le chinois et le libanais de la modération. Le président de la Fédération internationale de la modération. Incroyable. Le type est tout simplement malhonnête. Il veut que la dame soit sous son joug et peut-être même il n'a pas confiance à lui-même. À demain 10h. Un autre message ce matin, c'est Yves de Tropicana. Il dit ceci: bonjour le plateau. La famille de la femme qui a payé la formation bénéficie de quoi? En sachant qu'elle travaille sans salaire. Ok. Un autre message. Bonjour, parfait. Ici, on a lu ce message. Bonjour. Bonjour au PDG de la modération, ainsi qu'à votre riche panel. Bonjour également à Alain. Concernant la dénonciation, je considère que l'homme porte une grande part de responsabilité. L'épanouissement passe aussi par l'indépendance financière. Par ailleurs, si l'entreprise a été créée après le mariage et que le conjoint y figure, alors elle peut relever du régime de la communauté des biens et être potentiellement contestable devant les juridictions compétentes. Les juristes pourront confirmer ou préciser ce point si nécessaire. De plus, ce type de chantage ne me semble pas constituer une base solide pour justifier un divorce. S'il soit divorcé, qu'il prenne ses responsabilités et le fasse de manière claire. Pour la femme, mon conseil est simple. Elle devrait consulter rapidement un avocat afin d'éclaircir la situation et d'examiner les options juridiques possibles. Enfin, n'oublie pas, Info TV, ce n'est pas seulement du parfait, mais c'est aussi du très haut niveau de perfecto. Steve de Bastos. C'est bien dit, hein, Steve. Info TV, ce n'est pas seulement du parfait, mais c'est aussi du très haut niveau de perfecto.
Quelle inspiration. Inspiré, vraiment. Un autre message ce matin. Bonjour le plateau. Le monsieur travaille d'abord avec sa femme. Comment? Déco de soie. Mais il est libre de travailler avec sa femme ou pas. Bonjour Perfecto, le souverain pontife de la modération. Deux solutions simples dans cette dénonciation. Soit le monsieur paye simplement sa femme comme tout autre employé, soit il donne un statut d'associé à sa femme. Comme ça, elle peut rester à la maison, donner des répétitions aux enfants et bénéficier simplement des dividendes de cette entreprise. C'est Arnold de Simbok qui envoie cette contribution. Quelqu'un me dit ici, à mon avis, mélanger directement la relation conjugale et la relation employeur-employé peut parfois créer certaines difficultés dans le foyer. Quand la femme travaille sous l'autorité directe de son mari, certaines situations professionnelles peuvent facilement être interprétées sur le plan émotionnel ou personnel, surtout lorsqu'il y a des interactions extérieures, des visites ou des décisions sensibles liées au travail. Je pense donc qu'il est souvent préférable que l'homme crée une activité et confie à son épouse un rôle de gestion ou de responsabilité plutôt que de la considérer simplement comme une employée. Cela permet de préserver davantage le respect mutuel, l'équilibre du couple et la paix dans le foyer. Le plus important reste que chacun connaisse clairement sa place afin d'éviter que les problèmes professionnels ne viennent perturber la vie familiale. Signé le mec de Kondouma sur la route d'Obala. Vous regardez Info TV, c'est Jeudi Spiritualité. Nous vous le disions en ouverture, un sujet très intéressant, pertinent, profond. Ce matin, nous allons parler de la franc-maçonnerie, mais avec une interrogation, une question, ma foi, fondamentale. La franc-maçonnerie est-elle d'origine africaine? Nous l'avons dit, nous avons pour prétexte cette longue discussion qui existe depuis des années. Beaucoup estiment que la franc-maçonnerie prend ses origines en Afrique et notamment du côté de l'Égypte. En face, d'autres rétorquent faux, c'est un fantasme. Ça n'a rien à voir avec le peuple africain, cette affaire-là. Où est la vérité? Nous tentons de vouloir dire la vérité ce matin. Et pour cela, je passe d'abord la parole à l'apôtre Yannick Mebet, qui, je précise, est théologien, métaphysicien, mais également cosmologue. Quel est le regard global que vous jetez sur ce grand débat qui existe depuis des années? Les origines de la franc-maçonnerie. Alors, effectivement, lorsqu'on parle de la franc-maçonnerie, notre thématique c'est la franc-maçonnerie est-elle africaine? Est-ce que la franc-maçonnerie est d'origine africaine? Alors, d'abord, je dirais que lorsqu'on parle des origines historiques, n'est-ce pas, officielles, alors, dans ce cadre, je dirais non. La franc-maçonnerie, n'est-ce pas, de façon officielle, donc dans la forme, n'est pas, n'est-ce pas, d'origine africaine, mais elle est plutôt purement, en fait, elle a une origine, n'est-ce pas, européenne. Mais si on parle, n'est-ce pas, de ses origines en tant que symbole, n'est-ce pas, et spiritualité, je dirais que la franc-maçonnerie prend ses racines, n'est-ce pas, dans plusieurs civilisations, n'est-ce pas, antiques, telles que les civilisations de Sumer, les civilisations égyptiennes, les civilisations, n'est-ce pas, de la Méso-Amérique et d'Amérique andine, qu'on appelle encore les civilisations, n'est-ce pas, précolombiennes. Et aussi, en grande partie, la franc-maçonnerie, n'est-ce pas, trouve ses racines dans l'Égypte antique. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Alors, maintenant, la franc-maçonnerie elle-même est née où? Nous allons dire que la franc-maçonnerie est née en 1700, en fait, en 1717.
n'est-ce pas, à Londres particulièrement, et à travers ce qu'on appelait la Grande Loge. Et cette Grande Loge que l'on a nommée, n'est-ce pas, qui trouve, n'est-ce pas, son fondement à travers la franc-maçonnerie, s'est répandue en France, en Angleterre et en Écosse. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Et les textes, n'est-ce pas, de la franc-maçonnerie sont purement, n'est-ce pas, européens. Maintenant, on va donc retrouver des symboles, comme je l'ai dit, et des signes de la franc-maçonnerie aujourd'hui, par exemple, les pyramides qu'on a, n'est-ce pas, l'œil initiatique, et certaines, n'est-ce pas, initiations profondes. On retrouve également ça en Afrique. Il faut déjà dire que même l'Afrique était constituée avec des sociétés secrètes. Donc l'Afrique avec déjà des sociétés secrètes, mais les Européens ont puisé les signes et les symboles qui existaient depuis en Afrique. Donc l'initiation, n'est-ce pas, l'enseignement, toutes ces choses qui regroupent, n'est-ce pas, dans des symboles des sociétés secrètes. La franc-maçonnerie a puisé ça. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire, n'est-ce pas, dans un premier jet ici. Merci, apôtre Yannick Mebet. Je passe également la parole au docteur Noir. Docteur Noir qui, lui également, a longuement étudié ces choses-là. Alors, docteur, où est-ce que vous vous situez sur les origines de la franc-maçonnerie? Est-elle africaine ou alors elle est européenne? Très bien. Nous allons structurer les définitions et l'historique de la franc-maçonnerie. Nous avons une historique mythologique qui nous dit qu'elle vient de Tubal-Caïn, c'est-à-dire un petit-fils de Caïn, et qui avait érigé ou alors qui avait fabriqué deux grandes structures, deux grands monuments. Le premier monument où il estimait qu'il y aura la destruction par l'eau, qui est fait de briques. Le deuxième monument qui est fait de marbre, où il estimait que la terre peut être détruite par le feu. Il a mis des symboles, il a mis des codes, il a mis des savoirs scientifiques dans lesquels les générations à venir pourront avoir accès à ces savoirs avant qu'un cataclysme ne vienne sur la terre. Sur le plan textuel, la franc-maçonnerie est née du quadrivium, trivinium. Quadrivium qui signifie la langue, qui sont notamment quoi? La rhétorique, qui sont notamment quoi? L'alchimie, qui sont notamment quoi? La philosophie. Sur le plan trivinium, il y a donc les éléments qui viennent, qui sont tels que la mathématique, tels que l'algébrique, tels que l'arithmétique, et ainsi de suite. Maintenant, sur le plan textuel, la franc-maçonnerie est née des livres qui émanent de la fraternité Rose-Croix, qui sont notamment Liber M, Liber Mundi, qui sont notamment la Confessiones Fraternitatis, qui sont également les livres comme la Pharma Fraternitatis, qui appelle les savants, les intellectuels, à s'opposer à l'imam, à la papauté et au Vatican. Maintenant, il y a une autre ramification qui est liée et qui est ce qu'on appelle la HMC, c'est-à-dire la haute maçonnerie graduelle, qui maintenant fait interpellation à l'Égypte, notamment le rite de Cagliostro en Italie, paru à partir de 1789 et réapparu en 1805. Maintenant, nous avons également l'autre rite qui est le rite de Memphis, qui vient à partir de 1821, qui est un rite qui a été pratiqué par John Yarker. Et plus loin maintenant, nous avons le rite de Memphis-Misraïm, qui réunit à la fois le Memphis de Memphis et d'Israël, et qui maintenant, dans un syncrétisme, appelle les savants, appelle les intellectuels à retourner dans le savoir pristine égyptien. Donc, on verra donc que lorsque nous parlons donc du trivium, quadrivium, ça a été influencé par qui? Ça a été influencé par Héraclite. Et le trivium, quadrivium explique que la franc-maçonnerie est faite de deux pylônes. Ou alors de deux, si vous permettez, de deux monuments,
comme je viens d'expliquer, celle de l'eau et celle du feu. Et maintenant, celle de l'eau, on dit que qui est l'initiateur? Thalès. Et vous savez que Thalès a étudié en Égypte parce qu'il était ouvrier et il s'est retrouvé en train de travailler en Égypte. Plus loin maintenant, nous avons le quadrinium qui est un statue ou un monument qui est fait de marbre et qui est représenté par qui? Hermétis Mégiste. Et qui est Hermétis Mégiste? C'est un compile du savoir égyptien antique, c'est un compile du savoir grec, c'est un compile du savoir turc et ainsi de suite qui forme cela. Donc, c'est un vaste, s'il faudrait dire, c'est un grand monstre qui est fait de syncrétisme, qui est fait de compilation et qui aujourd'hui a des origines à la fois européennes, à la fois africaines. Mais si nous nous basons sur Héraclite, nous allons nous rendre compte que... Là, ça nous embrouille, ça nous embrouille. Vous dites des choses très intéressantes, hein, mais nous voulons être bien fixés. Vous dites que, à la fois, la franc-maçonnerie est d'origine européenne et africaine. Tout non, à fait. non. Oui, non, vous jouez avec nous. Non, je ne D'autres choses a une origine à la base. Bien sûr, c'est là où je suis. Elle est née où d'abord? Non, c'est la question que je pose. Quand nous faisons une enquête, nous devions d'abord étudier la géographie, nous devions d'abord étudier les personnes et nous devions voir qui ont eu les manifestes là-dessus. Elle est née où? Elle est née en Angleterre. Elle a eu sa première construction ou de sa première loge graduée en Écosse. Troisième des choses, elle a été fondée par qui? Elle a été fondée par des Occidentaux. Mais cela signifie qu'elle n'est donc pas africaine. Elle a donc, elle a donc des ramifications. C'est très important parce que plus loin dans mon deuxième jet, nous allons voir que la plupart des archéologues, la plupart des paléontologues qui ont eu à travailler en Égypte ont fait appel aux initiateurs, aux intellectuels francs-maçons de faire des travaux avec l'égyptologie. Et puisqu'on parlait donc d'égyptologie, ça tombe bien parce que nous avons un égyptologue de haut vol sur ce plateau. Il n'est plus à présenter, c'est Toth Abonné. Toth Abonné, c'est un sujet que vous maîtrisez très bien, que vous maîtrisez parfaitement. Nous voulons éclairer ceux qui nous regardent à travers le monde. Cette affaire de franc-maçonnerie est-elle d'origine africaine? Dit que la franc-maçonnerie est d'origine africaine, c'est comme dire que le Mbok est d'origine allemande. Et pourtant, il n'y a aucun mot allemand qui désigne le Mbok. Dire que la franc-maçonnerie est d'origine africaine, c'est dire que le yoga est d'origine béti, alors qu'il n'y a aucun mot à béti qui désigne le yoga. Dire que la franc-maçonnerie est d'origine africaine, c'est dire que le Tao est d'origine anglaise, alors qu'il n'y a aucun mot anglais qui désigne Tao. Quand on dit Tao, on s'en réfère à la Chine. Quand on dit islam, on s'en réfère aux Arabes. Quand on dit Mbok, on s'en réfère à qui? Au Bassa. Quand on dit Shinto, on s'en réfère aux Japonais. Donc, rien que la dénomination à elle seule montre que ce n'est pas d'origine africaine. Ça, c'est de deux. Chaque création reçoit la marque de son créateur. Ou alors, dans notre jargon à nous, les Africains, chaque génération ou chaque émanation reçoit la marque de son générateur ou de la source d'émanation. Ça veut dire qu'en regardant les pratiques de la franc-maçonnerie, les mœurs des francs-maçons, on devrait retrouver les pratiques négro-africaines dans nos rites initiatiques. On devrait retrouver des mœurs qui s'harmonisent et qui s'accommodent aux mœurs négro-africaines. Là, on va voir quand on va parler de mœurs. Maintenant, voici ce que je dis. La franc-maçonnerie est née des personnes issues des écoles philosophico-ésotériques gréco-romaines et judéo-chrétiennes d'autre part. Vous insistez. Voilà. Gréco-romaine. En français facile. Oui. La franc-maçonnerie est née du catholicisme. Non, pas seulement du catholicisme. De la chrétienté? Il y a dans judéo, il y a judaïsme. Oui. Chrétienne, il y a christianisme. Naturellement. Voilà. Donc, judéo-chrétienne, d'où la Kabbale, judéo-chrétienne, et gréco-romaine, c'est-à-dire les écoles des pythagoriciens, des platoniciens, ce qu'on appelle l'hermétisme grec, y compris la mythologie gréco-romaine avec les Zeus, Dionysos, Apollon, Jupiter et autres. Voilà les gens qui ont créé la femme. Ils sont issus de ces deux écoles philosophiques et mystiques. Donc, que ce soit des égyptologues, parce qu'il faut préciser ceci, un égyptologue occidental, en venant décrypter les symboles égyptiens, et les textes égyptiens, est-ce qu'il les décrit dans l'esprit négro-africain? Parce que la langue parlée par les pharaons, c'était une langue négro-africaine. Ce n'était pas une langue d'origine indo-européenne. Or, la langue cache l'esprit
de la spiritualité, la vision du monde. La langue cache tout ça. Donc, celui qui décrypte les hiéroglyphes, rien que les sons et les symboles, n'est pas encore entré dans l'esprit de la chose. C'est un Africain qui doit parler des textes égyptiens, pas un blanc. Donc les égyptologues occidentaux, donc, à partir du 17e, 18e siècle, ont créé donc cette affaire-là. Et ce n'est pas essentiellement basé sur l'Égypte, c'est un système syncrétique. Et pour montrer que c'est du syncrétisme pur et simple, que ça n'a rien à voir même avec l'Égypte pharaonique, je vais énumérer quelques éléments. Architectes, voilà les cercles initiatiques de la franc-maçonnerie. Il y a les architectes africains, 1767. Parmi les architectes africains, là, c'est né en France, hein, les affaires des architectes africains. C'est la raison pour laquelle les premières loges maçonniques sont installées au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Ensuite, vous avez le rite primitif de Philadelphie. Ça, c'est les affaires des Grecs. Ça n'a plus rien à voir avec l'Égypte. Rite des parfaits initiés d'Égypte. Ça, là, maintenant, ce sont les égyptologues occidentaux qui viennent décrypter les symboles égyptiens. Ils disent que maintenant, ils sont devenus les vrais Égyptiens. L'ordre sacré des Sophisiens. Ça, c'est la Grèce. Les amis du désert. Ça, c'est les affaires des Arabes. Sétos. Il y a donc l'abbé Jean Gérasson en 1731 qui rédige un ouvrage intitulé Sétos. Il y a Athanasius Kircher en 1652 qui rédige un ouvrage intitulé Oedipus Aegyptiacus. Il y a Monde primitif d'Antoine Cour de Gébelin en 1773. Il y a la cabale judéo-chrétienne dans la franc-maçonnerie. Tu vois que ce n'est pas dans les affaires des Africains. Vous êtes sérieux là? Oui, c'est du syncrétisme pur et simple. Il y a ensuite l'hermétisme néoplatonicien. Donc quand on parle du néoplatonisme, on parle de Porphyre, Jamblique, Proclus, Damascus et tous ces gens-là. Non, on parle du néoplatonisme. Voilà. Ça, ce que tu cites là, c'est les prédécesseurs. Ensuite, on a un courant qu'on appelle l'ésotérisme. On a les traditions chevaleresques. Là, ça sort directement du Vatican. Donc l'ordre des Templiers. On a le mouvement théologique et magique institué par... Attends un peu. Oui. Le Vatican connaît la franc-maçonnerie? Mais bien sûr, quand on parle des Templiers, les Templiers, c'est les gars qui faisaient l'Inquisition. Les films que tu vois avec la Croix-Rouge, l'épée, c'est ça, c'est l'épée là qu'on utilise dans la franc-maçonnerie. Qu'on met à la gorge des gens, que si tu parles, on va te couper la langue, c'est ça. C'est le rituel des Templiers, mon frère. Vous êtes sérieux là? Donc, ensuite, tu as là le mouvement théologique et magique de Joseph Balzano, dit Cagliostro. Et il a écrit un ouvrage nommé Le rite de la haute magie égyptienne. Quand j'ai lu ce livre, ça n'a rien à voir avec l'Égypte. Il parle plutôt des choses des juifs, des kabbalistes. Dans les affaires de Salomon, rien à voir avec l'Égypte. On a ensuite au 19e siècle le rite de Mizraïm, fondé par les frères partisans de la culture hébraïque, Marc Bédarit, Michel Bédarit, Joseph Bédarit. On a ensuite le rite de Memphis, né vers 1838, sous l'influence de Jean-Étienne Marcionis de Nègre. Jean-Étienne Marcionis de Nègre, quand vous tapez ça, son nom là, c'est un blanc, ce n'est pas un nègre. Si vous voulez, je vous montre la photo de... Quand les nègres entendent ça, comme ils entrent dans la franc-maçonnerie comme les moutons, quand on leur donne le nom, ils disent que mais il y avait un nègre qui a créé cette affaire-là. Donc, au XXe siècle, il y a l'antique et primitif rite de Memphis Mizraïm fondé par Gérard Ancos, dit Papus, un nom très connu, en 1908 en France. En 2007, il y a Gérard Clopel qui initie la conférence internationale franc-maçonnique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, tous les Africains doivent être des francs-maçons, tous les Européens doivent être des francs-maçons, tous les Amérindiens, les gens du continent doivent être des francs-maçons, tous les Asiatiques doivent être des francs-maçons. Et c'est la raison pour laquelle quand on initie des réunions en France, vous voyez des ligues politiques nègres aller s'aligner là-bas comme des moutons pour aller recevoir les instructions. C'est qu'on va leur dicter là-bas. Ensuite donc, vous avez donc les fondateurs, la réalité c'est quoi? C'est que les fondateurs de cette affaire-là, ce ne sont pas les Africains. Et les fondateurs de cette affaire, je l'ai dit, appartiennent à la tradition gréco-romaine, c'est-à-dire les Occidentaux, et judéo-chrétienne, c'est-à-dire les Juifs. Mais la réalité, elle est claire aujourd'hui. Qui sont à la tête de la franc-maçonnerie mondiale? Ce sont les Juifs. Et qu'est-ce qui règne au cœur de la franc-maçonnerie? C'est la cabale juive. C'est donc à l'intérieur qu'on va vous parler de l'arbre de Séphiroth, du rite de Salomon, du rite d'Iram. Iram a dit qu'on te bande les yeux, on te met dans le sec avec un pentacle, et puis on t'enfile le truc.
Donc, voilà, ça dit le baptême de feu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Je peux illustrer ça par plusieurs passages. D'abord, à travers les rites. Est-ce qu'on peut appeler ça le baptême du Saint-Esprit? Oui, effectivement, le baptême du Saint-Esprit. Voici donc les traditions issues de la tradition judéo-gréco-romaine. Voici Platon, dans son ouvrage, le Phédon, il dit, il ne sait pas ce qu'il éprouve et il est incapable de l'exprimer. Mais tel un homme qui a pris la cécité d'un autre, il ne peut pas dire la cause de son mal et ne se rend pas compte qu'il se voit en son amant comme dans un miroir. En sa présence, il sent comme lui ses tourments s'apaiser. En son absence, il le désire comme il en est désiré. Son amour est l'image réfléchie de l'amour qu'a pour lui son amant. Il n'appelle pas cette affection du nom d'amour. Il la croit une amitié, quoique plus faiblement. Il désire lui le voir, le toucher, l'embrasser et coucher avec lui. Ça, c'est Platon dans les rites de la Grèce antique. Et tout le monde sait que les Grecs et les Romains initiaient tous les jeunes garçons à la sodomie. C'est la même chose qu'on retrouve. Ah bon? Oui, bien sûr, c'est la culture gréco-romaine. Ça, c'est connu dans tous les ouvrages d'histoire. Maintenant, dans la Kabbale judéo-chrétienne, dans le Sefer Azoa, page 34, on dit ceci. Je peux lire ça? On n'a plus le temps. Paraphrase. Il est dit, Métatron, le roi des anges, les anges ailés, dit que derrière le trône de Dieu, c'est l'arbre de Séphiroth, parce que c'est un langage symbolique. Le trône, l'arbre de centre d'énergie. Derrière le trône de Dieu, le roi descend chaque fois pour visiter sa biche. Et c'est arraché que sa biche est abaissée jusqu'au sol. Et on dit, le roi frappe. Et les 372 cieux tremblent. Et il verse les larmes là, c'est le sperme qu'il verse à l'intérieur. C'est son interprétation. Mais attends, la biche est abaissée jusqu'au sol. On parle d'un langage symbolique, monsieur. Je suis un métaphysicien, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas comme un homme de la rue. Quand on parle du trône de Dieu, c'est l'arbre de Séphiroth. Ce sont les Hébreux qui parlent. Pas possible. Donc, on dit donc que quand on le frappe, les 372 autres cieux tremblent. Et ça ne s'arrête pas là. On dit que même le Messie, Métatron vient faire la même chose à le Messie. Je peux lire ça là, avec le passage. Merci. Donc le Messie, lui, subit l'acte de perforation sodomique qui est donc le rituel majeur de la franc-maçonnerie. Pourquoi on t'amène donc jusqu'à on reviendra sur les rituels probablement tout à l'heure, si on aura le temps. On essaiera de voir s'il y a des ressemblances au niveau de ces rituels et maintenant avec nos rituels africains, si on aura le temps. Je passe la parole à l'imam. J'ai voulu que l'imam vous écoute d'abord et prend la parole vers la fin en attendant que Douk dise également ce qu'il pense. Cher imam, Todd nous fait d'abord comprendre que la franc-maçonnerie est d'origine judéo-chrétienne, mais également gréco-romaine. Il a insisté. De toutes les façons, la franc-maçonnerie est-elle africaine? Je vous passe la parole. Parfait, ici. Moi, quand j'écoute Todd, je suis un peu étonné qu'il soit docteur, parce que je pense qu'il manque de pédagogie. Commençons par définir le mot franc-maçonnerie. Ce mot franc-maçonnerie vient du mot anglais Freemason. Parce que le mot franc, parce que beaucoup de gens ne savent pas, le mot franc veut dire libre. Le mot franc, là, ça veut dire libre. Ce n'est pas, comme on dit français, libre. Maçonnerie, c'est un métier. Alors, ça vient du mot Freemason. Qui donne le mot Freemason? Ce sont les bâtisseurs qui se réunissent en Angleterre en 1717. En 1300. Pourquoi ils donnent le nom Freemason? Parce qu'à la base, ces gens qui appartenaient à ce cercle ésotérique s'appelaient tout simplement des bâtisseurs, des constructeurs qui ont été inspirés justement de l'ésotérisme égyptien. Et la connaissance populaire disait que ce sont des esclaves qui construisaient, qui bâtissaient les pyramides en Égypte. C'est ce que tout le monde sait. C'est-à-dire, les gens savent que c'est des esclaves qui construisent. Ce ne sont pas des esclaves. C'est pour ça qu'en Angleterre, les gars décident de donner le nom Freemason. Comme pour dire que ceux qui bâtissaient, qui construisaient, étaient des personnes libres. Ce n'étaient pas des esclaves. Et pour connaître l'origine même d'un cercle ésotérique, ou bien d'une croyance, les symboles sont très importants.
les paroles sont importantes, les gestes sont importants. Quand lorsqu'on regarde la symbolique de la franc-maçonnerie parfaite ici, parmi les symboles, nous avons la pyramide, qui est un symbole. Nous avons l'œil. Un symbole fort. Très fort et très présent. Nous avons l'œil. Nous avons l'œil d'Horus. Horus, ce n'est pas chez les Grecs, ce n'est pas chez les Romains, ce n'est pas chez les Américains. Horus, en Égypte. Horus, en Égypte. Et il y a même la franc-maçonnerie égyptienne au Cameroun. Est-ce que vous le savez? Il y a une franc-maçonnerie qu'on appelle la franc-maçonnerie égyptienne, ici au Cameroun. Égyptienne. Nous avons les cœurs, nous avons le compas, qui sont des symboles forts de la construction, même en Égypte. Et les Égyptiens sont les premiers à créer, à inventer ces instruments de construction. Lesquels le compas en Égypte, ce sont les premiers. Alors lorsqu'on retrouve dans ces symboles, quand on parle de l'œil d'Horus ici, rappelons que c'est l'œil de l'antéchrist. C'est l'œil qui voit tout, l'œil qui est au sommet de la pyramide, qui contrôle tout, qui voit tout. Et ce que mon frère Tot ignore, c'est que il y a deux grands types de franc-maçonnerie qui ont traversé l'histoire. La première, c'est la franc-maçonnerie opérative. Opérative. Il faut être pédagogique dans ta démonstration. La deuxième, c'est la franc-maçonnerie spéculative. Il faut noter ça. La franc-maçonnerie opérative, c'est quoi? C'est les francs-maçons qui étaient des bâtisseurs, des constructeurs, des métiers. Ça veut dire des ouvriers. Et ce n'était pas des esclaves, c'était des personnes initiées. Parce que pour bâtir des ponts, les pyramides et autres, il fallait être initié. Et rappelons que ces gens étaient initiés à des pratiques ésotériques. Leur construction se faisait avec l'aide des djinns, des esprits. C'est pour ça que même quand vous allez, si vous dites que vous voulez être ingénieur en pont et chaussée, on vous dit qu'ici, pour être ingénieur en pont et chaussée, mon frère, c'est compliqué devant. Il faut être initié. Ce n'est pas n'importe qui est ingénieur en pont et chaussée. Donc c'est même comme ça que la franc-maçonnerie opérative voudrait que les gens construisaient, les bâtisseurs construisaient des pyramides. Plus tard, les Européens ont copié en Égypte tels que Pythagore et Thalès, parce que les formules de Pythagore et Thalès, ce sont des pyramides qui ont été copiées dans les parois, à l'intérieur des parois des pyramides égyptiennes. Rappelons que Pythagore et Thalès sont allés comme des étudiants en Égypte et on les a mis au travail. C'est-à-dire qu'il n'était pas permis aux étrangers d'apprendre la mystique ou la science de l'Égypte. Et ils ont été mis aux travaux. C'était des travaux forcés même. Après, on a vu les sérieux, on les a initiés. Ils ont plagié les formules qu'on appelle les formules de Pythagore et Thalès. Alors, lorsqu'ils rentrent en Europe, donc, c'est comme ça que ces gars publient, vulgarisent ces formules-là. Et maintenant, il y a la franc-maçonnerie spéculative. C'est donc les Européens qui récupèrent dans la franc-maçonnerie, qui se réunissent en Angleterre en 1717. C'est eux qui font ce qu'on appelle la franc-maçonnerie spéculative. Et dans cette franc-maçonnerie, on accepte toute personne, les philosophes, les penseurs, les mathématiciens, les médecins, les cultivateurs, les hommes d'affaires. Ça, c'est la franc-maçonnerie spéculative parce qu'ils ne connaissent rien en matière de construction. On les recrute tous. Et c'est pour ça que j'ai dit une fois aussi que la démocratie, je rappelle, la démocratie est une idéologie de la franc-maçonnerie spéculative et non opérative. C'est pour ça que les francs-maçons veulent étendre leur idéologie à travers la démocratie qui a été définie par Abraham Lincoln, qui est l'un des grands francs-maçons du 33e degré, qui a défini la démocratie comme étant la liberté, comme le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. C'est une idéologie purement maçonne qui donne l'impression que le peuple gouverne, dirige, alors que non, c'est l'œil d'Horus, l'œil de l'antéchrist qui dirige, qui contrôle. Et comme c'est dans une pyramide, il faudrait qu'il y ait au-dessus, et qu'au niveau des pyramides, qu'il y ait des hommes, des dirigeants d'État, des hommes puissants, des hommes d'affaires. Et aussi d'accord avec toi, c'est que cette franc-maçonnerie aujourd'hui a été inféodée par les Illuminati, qui sont aujourd'hui des progressistes et autres. Maintenant, ce que toi ignores, c'est que s'il avait étudié le rite maçonnique, il verrait que même les traditions africaines sont la copie collée, ou bien certifiée même des rites maçonniques. Ah bon? Vous savez que dans la franc-maçonnerie, vous avez quelques indices? Il y a trois grades dans la franc-maçonnerie. 3 grades, je ne parle pas des degrés, parce que les degrés c'est une chose. Les grades sont une autre chose. Les 3 grades de la franc-maçonnerie sont le grade d'apprenti, le grade de compagnon et le grade de maître ou grand maître.
Dans la tradition africaine, monsieur Parfait, lorsqu'on veut initier un individu, il vient en tant qu'apprenti, il est saisi par les notables qui sont comme des compagnons. Pas des compagnons, et il y a le maître. Et dans les loges maçonniques, le maître est toujours assis vers l'Orient, vers l'Est. Et il y a des gardiens. Donc, s'il étudie, il y a la symbolique maçonnique. Par exemple, comment on appelle ça? Le plancher en damier. Vous connaissez le damier qui est de couleur blanc-noir. Le blanc et le noir. Qui symbolise la cohabitation entre le monde invisible et le monde visible, le monde obscur et le monde de la lumière. Je reviens. Si vous voulez, je continue. Non. Parce que mon ami Alain, vous n'êtes pas là pour le décor. C'est vrai que toi, tu auras beaucoup de difficultés à répondre tout à l'heure, hein? Mais il reviendra, j'en suis persuadé. Alain, donc, le débat est fort, le débat est très intéressant. Si je m'en tiens à ce que l'imam Cheikh Ali fait comprendre, la franc-maçonnerie est d'origine africaine et il s'appuie beaucoup plus sur les symboles. Il faut récuser la fausse érudition, celle qui vise à engluer les intelligences dans des demi-vérités. On a vite fait de jouer avec le substantif juif. Juif, ce n'est pas en lien avec un continent, une race. Je l'ai déjà dit sur ce plateau. C'est en lien avec la religion. Donc, il faut déjà botter ça en touche. Ce n'est pas lié à l'ethnicité. Je suis clair là-dessus. Donc, les amalgames là, cabal juif, on fait des Mais petits... attends d'abord, mais les juifs viennent quand même d'avoir des gens qui sont en Israël. Non. Non, comment? La juiveté, dans la littérature consacrée au sujet, juif vient de Judaïos. Et quand tu vas aller lire la littérature dès les premiers siècles, 2e, 3e siècle, pour comprendre l'étymologie... Jésus était quoi? Parfait, c'est ce que je t'explique. On a eu un débat là-dessus, je pensais qu'on allait passer à autre chose. Judaïos, c'est lié à la judaïsation, c'est-à-dire au fait d'embrasser la religion juive, le judaïsme. C'est tout, rien d'autre. Et les premiers Israélites, à ne pas confondre avec juifs, c'était des noirs. C'est un faux débat, on ne discute pas des évidences. Maintenant, il y a une autre erreur qui s'est répandue sur le plateau. On a vite fait de venir ramener la franc-maçonnerie à sa codification au XVIIIe siècle en Angleterre. Ah ben attention, c'est très dangereux ça. Pourquoi? Parce que la maçonnerie, c'est quoi? C'est une école de mystère. Et les mystères ne commencent pas au XVIIIe siècle. C'est simplement le visage actualisé, une appropriation actualisée des plus anciens mystères de toutes les civilisations devancières de l'humanité. On a donc codifié tous les mystères en question au XVIIIe siècle en Angleterre. Mais si vous voulez donc connaître ce que c'est que la maçonnerie et ses origines, allez écouter ce que les vénérables maçons eux-mêmes ont à dire du sujet. Et quand vous allez écouter ce qu'ils vous disent, pour parler de la paternité de leur école de mystère, ils vous renvoient, quelqu'un l'a dit, à Tubal Caïn. Ils vous renvoient à Hiram Abif, qui était phénicien, et de mère danite. Ils vous renvoient, par moment, à... J'en oublie un nom, je vais certainement y revenir. Salomon. Il vous renvoie à Nimrod. Yes, Il vous renvoie à Nimrod. C'est même l'essentiel, c'est le pivot de ma démonstration. Alors, qui est Nimrod? Il est identifié comme étant, il y a un substantif en Égypte pour l'identifier, qu'on parle de lui, Khons, pour dire que c'était le libérateur. Et ne soyez donc pas surpris qu'on est free, Mason, free, qui veut dire libre. Parce que c'est justement la première personnalité identifiée comme Osiris en Égypte, identifiée comme Nimrod dans le croissant fertile en Babylonie, fils de Cam, petit-fils de Cam et fils de Couche. C'est un noir, c'est un africain. Il est identifié par les maçons comme étant un des pères de la maçonnerie. Il est africain. C'est Osiris, la figure d'Osiris en Égypte. Et alors, tu faisais bien de le dire, Parfait. Il a identifié Nimrod comme étant celui qui a constitué un système qui devait affranchir l'homme de la première révélation du culte inaugural pour créer un système de perversion et d'aversion contre le Dieu créateur.
Ça, c'est documenté, je cite notamment les travaux de Dichlop, là-dessus. Alexander. Voilà. Bien. Maintenant, vous avez quelqu'un qui a travaillé aussi éminemment, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont travaillé éminemment pour montrer le lien intrinsèque entre cette religion mystère qu'est la maçonnerie et puis l'Afrique. On a un nom, il s'appelle Grumidion, Zachary Grumidion. En substance, qu'est-ce qu'il démontre? Il dit que lorsque nous avons les 3 principaux grades initiatiques en maçonnerie, apprenti, compagnon et puis maître maçon, c'est en réalité une structuration qui reflète et qui est en adéquation, qui est un emprunt au curricula, au curriculum initiatique de l'Égypte antique dans les religions mystères. Parce que l'Égypte aussi avait ses mystères. Et on initiait les gens. Pourquoi on veut nier, on vient en télé, on veut nier des choses que tous les savants savent. Donc c'est un emprunt. Évidemment, la prise de main maçonnique du maître maçon, Lion Pao, il dit qu'en réalité, c'est une clé qui identifie l'ordre avec l'Égypte au travers notamment de qui? D'une des figures majeures qui est Horus. Qui est une des figures pour parler de la résurrection et de l'immortalité. Quand il parle de la structuration de toute loge maçonnique, le Cheikh a commencé tout à l'heure avec le sol en damier. Moi, j'irais au niveau même de la structure, c'est-à-dire cour extérieur, cour intérieur. Pavillon. Voilà, le parvis. Puis, c'est une structuration qui n'est pas innocente et qui est en adéquation avec la structure des temples dans l'Égypte antique. Pourquoi on ne veut pas dire la vérité aux gens? Bien, autre élément. Lorsque le maître maçon, le vénérable maître, qui est en réalité dans la conception maçonnique, la manifestation et l'autorité du Dieu de la maçonnerie en loge auprès de ses co-religieux, lorsqu'il s'assoit, le temple est construit de telle sorte que la place, le siège du maître maçon doit faire face à l'Orient. L'Orient, c'est très important chez les maçons. Pourquoi l'Orient? Parce qu'on doit faire face au soleil. Amon-Ra, une des déités les plus prestigieuses du panthéon égyptien. C'est en inadéquation avec les réalités notamment chrétiennes. On voit comment les prophètes bibliques ont passé le temps à fustiger cet état des choses. On voit avec voilà, Jérémie, Ésaïe, Habakkuk, voilà. Il y a quelqu'un d'autre là qui a fustigé ces adorateurs des religions mystères qui avaient prostitué jusqu'au temple salomonique de l'époque. Voilà. Donc, vous voyez donc que c'est incompatible. Maintenant, autre chose parfait. La maçonnerie, en réalité, comme je le disais, il y a des obédiences. Il y a des obédiences, c'est comme partout. Mais l'essentiel de l'enseignement de tous les mystères, on a donc résumé tout cela par le substantif franc-maçonnerie. Et si je cite Bill Schneeleben, il disait ceci: quelle que soit votre obédience dans l'occulte, dans les religions mystères, il dit que lorsque vous voulez vous élever haut, dans la spiritualité de l'ombre, des ténèbres, dans l'occulte, il y a toujours un stage qui vous est imposé dans la cabale maçonnique. Et puisque nous avons démontré ici que l'Afrique était le berceau de l'humanité, la négrité était le berceau de l'humanité, et que toutes les autres races sont sorties de nous et les autres civilisations, comment pouvez-vous avoir l'outrecuidance de vouloir démontrer que les mystères existent en réussissant cette abstraction des mystères de l'Afrique? Oh, tout vient de l'Afrique. Moi, je ne sais pas comment certains intellectuels pensent qu'ils vont arriver à faire ça, mais je leur souhaite bon courage. Merci, Alain Douk. Nous allons au niveau de notre messagerie qui explose, comme d'habitude. Bonjour parfait ici, le grand Adalbigno de la modération. Très belle thématique. Le docteur Noir est très pertinent. Il hoche la tête quand Alain Douk parle. Pourtant, il ne comprend rien. C'est un marabout béninois
Qui est marabout béninois? C'est toi ou bien c'est docteur Noir? Un autre message ce jeudi matin. Bonjour parfait, je suis à Yaoundé, je vous suis avec intérêt. S'il y a une intervention intelligente sur quoi? Sur la FM, c'est l'imam, docteur GK 33e, rite écossais, ancien et accepté. En conclusion, la FM est une école philosophique de sagesse. Il est très amusant. J'avoue que je n'ai rien compris. Hein. Appelez-moi après l'émission. Précisément, il a présenté sa croyance, la FM. Franc-maçonnerie. Il va nous... Bonjour Perfecto et à ton panel. À la question, la franc-maçonnerie est-elle africaine? Je pense qu'il faut distinguer l'origine historique de l'origine spirituelle et symbolique. Historiquement, la franc-maçonnerie moderne est née en Europe, particulièrement en Angleterre et en Écosse, à partir des anciennes corporations de bâtisseurs, d'où le terme freemason, d'où vient le terme franc-maçon. Plus tard, la franc-maçonnerie spéculative est née et plusieurs de ses symboles, rites et références puisent dans des civilisations beaucoup plus anciennes, indiennes, orientales, etc. Notamment l'Égypte antique, qui est une civilisation africaine. L'Afrique possédait déjà depuis des siècles ses propres sociétés, initiatives fondées sur la transmission du savoir, les rites d'initiation, le secret, la fraternité et l'élévation morale et spirituelle. Donc, même si la structure moderne de la franc-maçonnerie est européenne, il est clair qu'ils ont plagié les symboliques orientales et africaines, surtout égyptiennes, pour se donner une légitimité historique. On comprend donc qu'elle n'a rien d'africain, elle fait du syncrétisme mal amené et son origine n'a rien d'africain. Je suis étonné que l'adepte des 72 vierges parle de pédagogie alors qu'il manque de logique. Si une civilisation a ses rites et après s'éteint, et plus tard une autre civilisation copie ses rites et en fait une nouvelle spiritualité, on va dire que cette nouvelle spiritualité vient de la civilisation éteinte? Non, elle en est inspirée et non issue. Soyons un peu intelligents. Et je rappelle encore à Alain Douc que lorsqu'on veut convoquer la science, on cite des articles scientifiques publiés dans des revues avec comité de lecture, pas d'obscurs auteurs illuminés. Cette calamité de franc-maçonnerie n'est en rien africaine. Arsène est amé depuis l'école des postes. Ce militantisme à 2 balles, il faut arrêter ça. Donc il y a des scientifiques que tu as double. Dès qu'on cite un auteur qui ne t'arrange pas, qui ne va pas dans le sens de ton militantisme, qui fait nous allons exception de tout ce qui n'est nous pas... Nous allons continuer à lire les messages. Bonjour le BNDK de la modération. Très beau sujet et c'est ce que nombreux d'entre nous attendions. Nous aimerions également avoir un débat sur l'impact de cette secte dans la société et sur les hommes. Est-ce dangereux comme nombreux le disent ou bénéfique? Nous comptons sur le Onangini de l'égyptologie pour nous y éclaircir. C'est Aaron depuis Douala. Lorsqu'on en parlera même, hein, je pense que je vais m'inviter le professeur Onangini qui a une connaissance terrible sur ces choses-là également, hein, le professeur Onangini, que les autres l'appellent pour le titier, le toutoulok. Il dit qu'il connaît tout. Je vais appeler Onangini. Bonjour, parfait, ici, très belle émission. Docteur Todd, avoir plusieurs amis francs-maçons est-il un danger? Est-ce vrai que tous les dirigeants de l'Afrique francophone sont des maçons? C'est Christian Esso de BT Conseil de Douala. Docteur Todd, vous voulez répondre? Tous les dirigeants de l'Afrique, pas seulement francophone, de l'Afrique subsaharienne et même de l'Afrique maghrébine sont dans la franc-maçonnerie. Tous? Tous, sans exception. C'est pas exagéré, toi. Si on enlève Traoré, le jeune Traoré là, si on enlève Traoré, tous les autres là, peut-être Assimi Goïta encore, mais le général Tiani, quand tu dis général, c'est une nomination politique. Donc tous ceux qui sont au sommet là, sont dedans. Bonjour monsieur Aïe, c'est parfait. Humblement, je dirais que non. La franc-maçonnerie n'est pas d'origine africaine. Elle est née en Europe,
plus précisément en Grande-Bretagne, au XVIIIe siècle, issue des anciennes corporations de bâtisseurs du Moyen-Âge. Cependant, elle s'est profondément enracinée et transformée sur le continent africain au fil du temps. Pour comprendre cette évolution, je fais une introduction coloniale. La franc-maçonnerie a été introduite en Afrique par les puissances coloniales, France, Angleterre, etc. Dès la fin du XVIIIe siècle. Notamment avec la création de la première loge Saint-Louis du Sénégal en 1781. L'émergence d'une afro-maçonnerie après les indépendances dans les années 60, les obédiences africaines se sont progressivement émancipées des loges mères européennes. Elles ont cherché à s'africaniser en adaptant certains rites et en s'ancrant dans les réalités locales. Influence politique et sociale. Aujourd'hui, elle est très présente dans les sphères du pouvoir, particulièrement en Afrique francophone. De nombreux chefs d'État et cadres dirigeants y sont affiliés, utilisant souvent ces réseaux pour la médiation de conflits ou le renforcement de liens diplomatiques et économiques. Convergence culturelle. Le succès de la franc-maçonnerie en Afrique s'explique aussi par des similitudes avec les sociétés initiatiques traditionnelles africaines, ce qui a facilité son adoption par les élites intellectuelles et politiques du continent. En résumé, si ses racines sont européennes, la franc-maçonnerie africaine est devenue une entité à part entière, avec ses propres organisations comme la Conférence des puissances maçonniques d'Afrique et de Madagascar, le REFRAM. Monsieur Emmanuel Rubelmer, je pourrais revenir pour les rites plus tard. Bonne émission à vous. Docteur Toth, je vous passe donc à nouveau la parole sur ce plateau. Beaucoup ont démontré, entre guillemets, que ce que vous dites là n'est pas vrai. La franc-maçonnerie tire justement ses origines en Afrique. Et il n'y a que Cheikh Ali qui a dit. Et il y a même quelqu'un qui me l'a, je ne sais pas si au niveau des messages, bien sur ce plateau, que même au niveau des rites, il y a même des similitudes. Ouais. Et il n'y a que Cheikh Ali qui l'a démontré, parce que les autres disent quand même que c'est un système syncrétique. Non, tout le monde a reconnu, nous a reconnu, le frère Yannick a reconnu. Ma position dit que c'est en Afrique. Et les deux là, Alain Douk et Cheikh Ali, ils disent que c'est d'origine africaine. Qu'est-ce qui règne au cœur de la franc-maçonnerie? Dites-nous. C'est la cabale judéo-chrétienne. C'est quoi la cabale judéo-chrétienne? La cabale judéo-chrétienne se décline. C'est d'abord quoi la cabale? La cabale est l'interprétation ésotérique de la Torah et de la Bible. L'interprétation, comprenez très bien, ésotérique. C'est-à-dire que quand on te parle de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, et de l'arbre de vie, ce sont deux symboles qu'il faut apprendre à décrypter dans la Bible. Quand on te parle du temple de Salomon, c'est un symbole qu'il faut pas. Quand on te parle du 13e livre de Moïse, c'est un symbole. Quand on te parle du livre de Job, voilà les livres des francs-maçons. On te parle des psaumes, des proverbes. Voilà les livres que les francs-maçons utilisent. Ils viennent faire l'hypocrisie ici, là. Ils citent Tibal-Kan, ils ne citent pas Salomon. On appelle ça l'hypocrisie. Le rite de Salomon, c'est quoi? Pourquoi tu traverses Salomon? Hein? Donc, quand on parle de Salomon et Hiram Abib, tu traverses Salomon, tu cites Salomon et Hiram Abib. Ils ont dit des choses très banales. L'apprenti, le compagnon et le maître. Ça veut dire que ceux qui venaient chez Jésus apprendre là, ils venaient apprendre, ils sont devenus ensuite disciples et ils ont le maître Jésus. Ça veut dire que c'est la franc-maçonnerie. Ça veut dire que ceux qui partaient dans l'islam, ils partent étudier le Coran. Ils deviennent plus tard musulmans. Et puis, imam, et ils ont le maître qui est Mohammed. Ça veut dire que c'est la franc-maçonnerie. Des raisonnements bidons qui n'ont rien à voir. Quand il parle du damier, le blanc et le noir, donc la veste qu'Alain vous porte là, qui est noire et blanche, c'est la franc-maçonnerie. Donc partout où on va voir le blanc et le noir, c'est la franc-maçonnerie. On appelle ça des raisonnements vraiment très enfantins. Maintenant, je vais plus loin. Je dis, chaque arbre se remarque par quoi? C'est fruit. Si la franc-maçonnerie est d'origine africaine, pourquoi la philosophie maçonnique est-elle essentiellement individualiste, prédatrice, matérialiste et perverse? Est-ce que l'Afrique a toujours été individualiste? L'Afrique est communautariste à la base. Est-ce que l'Afrique a toujours été matérialiste? Non, l'Afrique est plutôt humaniste et naturaliste. Est-ce que l'Afrique a été prédatrice? Montrez-moi l'impérialisme africain en Europe, en Asie, en Amérique du Sud.
Est-ce que l'Afrique a été esclavagiste? Montrez-moi un seul texte de l'Égypte antique où il y a même le nom esclave. Et un seul texte où il y a eu des esclaves. Je veux un texte en hiéroglyphe, hein, pas les écritures des Arabes et de la Bible, pas les interprétations. Je veux un texte en hiéroglyphe. On vient me dire que voilà le mot qui désigne esclave. Quand tu vois quelqu'un comme ça en Égypte, avec les mains attachées, on appelle ça séquer en cours, c'est-à-dire les captifs de guerre. Ça n'a rien à voir avec l'esclave. Donc il n'y a jamais eu l'esclavage en Égypte. Or, les sociétés occidentales sont essentiellement esclavagées. Le mot même esclave vient de l'Europe, slave, ça vient des slaves. Les slaves. Donc, l'esclavage, la prédation, l'individualisme, le matérialisme, la perversité. J'ai une autre question, hein. Je pense que quelqu'un l'a dit sur ce plateau, au niveau des symboles. Oui. Vous soutenez... Au niveau des symboles. Attendez, vous soutenez Mordicus que la franc-maçonnerie n'a rien d'africain. Mais pourquoi donc au niveau de cette franc-maçonnerie, il y a des symboles forts sur leur origine d'Afrique? On a parlé tout à l'heure des pyramides, on a parlé de l'œil d'Horus, on a parlé, voilà. Mais comment vous comprenez ça? Comment vous expliquez ça? Je vais donc expliquer ça de manière très simple. On peut prendre un symbole et on y ajoute un contenu interprétatif qui n'a rien à voir avec le contenu originel. Comme on peut prendre le couteau qu'on utilise ordinairement pour découper la tomate et les oignons et on commence à poignarder les gens. Je prends quelques exemples pour qu'on se comprenne. L'œil de Coca-Cola, voilà, on met un autre produit à l'intérieur. La pyramide, c'est quoi chez eux? Parce qu'il faut comprendre, et ils interprètent ça d'après la vision du monde. Ça n'a rien à voir avec la vision africaine du monde. La pyramide, c'est quoi chez eux? C'est que ceux qui sont en bas sont les esclaves, qui doivent être permanemment asservis. C'est ça le système capitaliste. Et il y a un petit groupe d'individus qui sont les hyper riches, qui exploitent en permanence les basses classes. C'est ça la logique capitaliste qui est interprétée dans l'ordre de la pyramide, qui n'a rien à voir avec l'élévation spirituelle. Et l'œil d'Horus? L'œil d'Horus maintenant c'est quoi? C'est les gens qui ont donc l'œil ouvert, qui sont capables de repérer les auras des autres. Parce que la prédation est à la base de la franc-maçonnerie. Ils le recrutent sur la base de quoi? Le potentiel énergétique, la malléabilité et ce qu'ils appellent la loyauté. Voilà les trois principes de recrutement dans la franc-maçonnerie. Je reprends. Le potentiel énergétique, parce que c'est les prédateurs, c'est les voleurs d'énergie. La malléabilité, c'est-à-dire que quand tu es manipulable, quand on peut faire de toi ce qu'on veut, tu es soumis. Et c'est pour ça qu'ils disaient l'humilité précède la gloire. Donc tu humilies d'abord avant de t'élever. L'humilité précède la gloire. Effectivement. C'est un concept franc-maçon? Bien sûr. On t'humilie d'abord. Nous qui disons souvent ça, pensant que c'est une bonne chose. Le problème c'est que l'humilité chez eux c'est l'humiliation. Ah bon? Oui. Il y a quand pas. Chez eux, humilité chez eux c'est humiliation. Et en t'humiliant, ils te tiennent. Ils savent où ils te tiennent. Donc il y a le potentiel énergétique, la malléabilité et la loyauté. La loyauté, ça veut dire, pour ce qu'on te dit, tu gardes le secret. Donc tous les francs-maçons tirent les énergies des autres. Bien sûr, mais il y a un rituel. J'ai parlé de rituel. Chez les Grecs, j'ai lu Platon. Chez les kabbalistes, c'est-à-dire les juifs, là, j'ai lu le Sefer Azohar, un extrait du Sefer Azohar. C'est un rite clé pour t'amener au ciel chez Yahweh. Voilà leur rituel là-bas. Maintenant, je termine en disant que il y a deux types d'égrégores. Tout ce que vous entendez là, ils ont pris le rite à Babylone, ils ont pris en Égypte, ils ont pris ceci, ils ont pris cela. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a une réalité profonde, c'est que c'est un égrégore artificiel. C'est quoi un égrégore artificiel? C'est quoi un égrégore artificiel? Un égrégore artificiel, c'est un égrégore créé. Il est créé sur la base de quoi? Sur la base du rassemblement des gens venant de plusieurs horizons, plusieurs pôles planétaires, et on les rassemble autour d'une idéologie et autour des rites, des pactes. Maintenant, il faut faire la différence entre les grégores artificiels et les grégores naturels. Les grégores naturels, c'est quoi? C'est la lignée ancestrale. Donc, les vrais égrégores sont les égrégores naturels. Le rôle de la franc-maçonnerie, c'est de détacher tous les gens des égrégores naturels pour les plonger dans un égrégore artificiel où ils contrôlent les âmes. Parce que dès que vous mourrez, c'est eux qui viennent récupérer vos âmes pour renforcer leur égrégore. Ah bon? Non seulement, ils volent vos énergies pendant toute votre vie, ils exploitent vos énergies. Le jour de la mort, ce sont eux qui viennent vous enterrer. Donc toutes les âmes des francs-maçons sont captives dans l'égrégore de la franc-maçonnerie. Elles ne vont nulle part. Leur enjeu, c'est de renforcer en permanence leur égrégore. Vous voyez donc qu'on est dans un système d'esclavagisation, non seulement mentale, énergétique, politique, économique et même spirituelle. C'est compris. Et donc c'est très dangereux. On ne peut pas dire que c'est d'origine africaine.
Merci Tot. Docteur Noah, nous avons un autre aspect des choses. Hein. J'écoute ça depuis une soixantaine d'années. La franc-maçonnerie, en fait, ce sont des bâtisseurs. La franc-maçonnerie, ce n'est pas ce que Tot lui dit là, ce sont des bâtisseurs. Ils construisent. Voilà pourquoi nous avons d'ailleurs ces symboles, l'équerre et tout ce que vous connaissez. Alors, pour nos francs-maçons africains, et notamment camerounais, qui sont... Et ils ont construit quoi? Très bien, donc, perfecto. J'aimerais d'abord présenter ces esquisses qui sont très importantes. Nous avons là Robert Mouret et nous avons là Elias Ashmold. Vous pouvez présenter. Ces deux oppositions maçonniques entre les acceptés et les initiés. Elias Ashmold a été initié par Robert Floyd, qui était un astrologue et un bâtisseur. Mais Robert Mouret était beaucoup plus pour ceux qui étaient les acceptés. Les qui étaient les acceptés, ce n'étaient pas des bâtisseurs. C'était des gens vulgaires qui voulaient connaître ce qui se passait à la franc-maçonnerie et qui également venaient comme des visiteurs. Nous avons de l'autre côté encore, entre le cercle des opératifs et le cercle des acceptés, nous avons le célèbre prêtre qui a fait de très très grands travaux, Henri Carr, qui amenait et qui demandait à tous les francs-maçons de revenir vers les bâtisses et de refuser les francs-maçons qui n'étaient pas opératifs. Je continue à montrer. Nous avons en bas, nous avons en bas, nous avons en bas. Non, plus bas, la figure du bas. Plus bas, nous avons Eric Watt. Eric Watt qui était un noir et qui voulait que tout genre de francs-maçons furent acceptés, que ce soit les philosophes, que ce soit les paysans, que ce soit les faibles. Déjà, d'abord, ce que les gens devraient reconnaître sur la fraternité, c'est que la fraternité n'est pas devenue rapidement ce que c'est aujourd'hui un vaste canular. Cheikh a essayé de démontrer ça tout à l'heure. Ils se réunissaient où? À Tourbingal, en tant que des travailleurs, en tant que des bâtisseurs. Et c'était des ouvriers qui avaient un même objectif et qui étaient liés sur une même vision dénominative, si tu permets le terme. Donc, alors, entre les acceptés qui sont venus et qui n'avaient pas cette connaissance initiatique, ce sont eux donc qui ont commencé à rendre cette franc-maçon ou cette franc-maçonnerie progressiste que nous avons aujourd'hui, où tout le monde peut entrer, il n'a pas une hygiène de vie, il n'a pas une vie de sanctification, il n'a pas une vie d'élévation spirituelle. Attends d'abord, vous utilisez des gros mots là. Bien sûr. Donc pour être dans la franc-maçonnerie, il faut avoir une vie de sanctification. Au début, il faut avoir une grande spiritualité, c'est ça? C'est là où je vais en venir, parce que la franc-maçonnerie... La grande sanctification, c'est tirer les énergies chez des gens, c'est ça? Non, parce que la franc-maçonnerie, dès son origine, parce que toutes choses que nous devions faire, entrons à la racine. Le catholicisme... ou les chrétiens aujourd'hui que nous avons dans les églises réveillées, comme le pasteur aujourd'hui, c'est du christianisme aujourd'hui fragmenté. Mais quand tu entres à la Pentecôte, ils avaient une chrétienté originaire. Ils avaient une chrétienté qui n'était pas hybride. Mais au fur et à mesure que les temps sont passés, alors, moi, je suis toujours au niveau de l'Afrique. Attends, docteur. Vraiment, je vais en venir. Ne nous embrouille pas. Même pas. Parce que moi, je connais les francs-maçons. Hein. Bien sûr. C'est que toi, tu dis là, l'hygiène des vies, les bâtisseurs, les CC. Je t'ai posé une question. Nos francs-maçons de l'Afrique et notamment du Cameroun, qu'est-ce qu'ils ont bâti? Ou alors cette affaire-là s'est africanisée dans le... C'est où donc je vais donc répondre. Il y a un petit jeu qui est à l'intérieur et que beaucoup de gens se perdent. Oui. Le frère Tot, ça fait un très grand développement. Mais je voudrais dire à mon grand frère Tot, c'est la même famille, que véritablement, pour faire la franc-maçonnerie, il faut être initié avec certains esprits qui viennent du côté de l'Égypte, parce que, permets-moi d'entrer là-dessus, permets-moi. Vous pourriez lire la loi de Téléma, et vous pourriez lire la loi de Matitz sur les heures croulées. Vous pourrez aussi lire le célèbre journaliste Karl Kane, qui était suisse, et qui a été fraternisé dans l'auto, l'ordre Templis Orientis, ou Rudolf. Ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que vous allez remarquer, excuse-moi... Est-ce que les francs-maçons sont en réalité des hommes éthiques? Non, ils ne sont pas les gens, mais c'est les progressistes qui sont aujourd'hui. Ce n'est pas les francs-maçons d'originaire, ce n'est plus des bâtisseurs. Donc les francs-maçons originels étaient des hommes éthiques. C'était des bâtisseurs, c'était des petits maçons, comme Cheikh Ali a démontré, qui se réunissaient dans ce qu'on appelle la spiritualité. Cette affaire du passage au bandeau, ça a quoi d'éthique? C'est là où je vais en venir, que ces modes-là étaient déjà des modes, s'il faudrait dire, occultes,
démoniaque et ainsi de suite. Mais la franc-maçonnerie, Donc, c'est ils ne sont dans pas une de franc-maçon. élite des ingénieurs. Ça, c'est une franc-maçonnerie hybridée. Ça, c'est une franc-maçonnerie qui n'est plus à son origine, à sa racine. C'est une franc-maçonnerie qui a subi des défermentations. C'est la raison pour laquelle je vous ai présenté les deux auteurs là. Je vous ai présenté les deux auteurs qui s'opposaient. Et puisque vous avez remarqué qu'à partir des travaux d'Éric Tarr, les francs-maçons commencent à accepter tout genre d'élite, les préfets, les gouverneurs, les rois, les seigneurs, les monarques, et ce sont eux qui commencent même à décider sur les textes. Mais si vous entrez dans la Confessiones Fraternitatis, la Confessiones Fraternitatis ne te dit pas de coucher avec un homme. La Parma Fraternitatis ne te dit pas de Les affaires du Vatican là. C'est là où je vais en venir. Maintenant, pour chuter, je vous ai sorti ici. Dans l'histoire de coucher avec les hommes, Il n'y a pas ça dans la Parma. Il n'y avait pas ça dans la Parma. la franc-maçon ne connaît pas l'histoire de coucher avec les hommes. Vous me suivez même très bien. Je parle de l'original, de l'originaire, du Ça, c'est ce début. qui est L'original, c'est quoi? L'originaire, c'est ce qui a été écrit. Dans ces écrits-là, il y avait pas ces choses. Non, il y a eu, permettez-moi d'en Et venir. il y a une Permettez-moi. écriture voilée. Je vais en venir. Dans des textes. Je vais en venir, je vais en que tu venir. dois décrypter. Vous avez parlé, je vous ai écouté laisse-moi aisément. parler. Laissez-moi aussi en venir. Oui, Chéton. Très bien. Je suis en train de dire que à Turbingle, c'était des maçons qui se réunissaient. Que quelqu'un me montre les premiers textes de Turbingle qui parlent de sexologie et qui parlent de toutes ces choses. Est-ce qu'on pouvait écrire ça? On pouvait les écrire. Elles sont Il y a voilà, eu- merci. Je vais en venir. Est-ce qu'on peut écrire Je vais des en choses venir. Il y a la franc-maçonnerie et il y a le secret. Ok, je te donne les œuvres. Va lire maintenant la triade des amoureux. C'est à partir de la triade des amoureux qui commence à parler de la sexualité. Merci, c'est compris. C'est là où moi je vais en venir. Et je pose la question à apôtre Yannick Mebet. On a évolué au niveau du débat. Docteur Noir, je résume sa pensée. Il dit qu'il y a une bonne franc-maçonnerie et Il y avait. une mauvaise Il y avait. franc-maçonnerie. Il y avait. C'est ce qui Je est vous fort. passe la parole. Il y avait. Bon. Il y avait. Pas qu'il y a. Déjà, Aujourd'hui, je c'est veux dire détruit. ici que, à l'entame de mon propos, j'ai dit clairement que la franc-maçonnerie, sur le plan officiel, n'est-ce pas, est née en Europe. Mais, Voilà. mais trouve ses racines, n'est-ce pas, dans les civilisations anciennes. Et l'une des civilisations anciennes, c'est la civilisation d'Égypte, qui est en grande majorité où la franc-maçonnerie s'est imprégnée. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand vous parlez qu'au commencement, il y avait une bonne franc-maçonnerie et après... Elle a subi des contaminations. Elle a subi des contaminations. Des inflexions La multiples. franc-maçonnerie, à la base, est même d'abord satanique et démoniaque. Et Ah bon? oui. Prouvez avec des textes, s'il vous plaît. Il y a des pratiques. Ne parlez pas des choses des églises réveillées. Non, laissez-moi parler. Prenez l'original. Laissez-moi En temps de parler. parole, il y en a Ok, plus Avec les beaucoup. textes. Laissez-moi parler. Avec les textes, s'il vous Ok. plaît. Comme je le dis, en Égypte, par exemple, vous allez voir que il y avait quoi, la zoophilie et la négrophilie, par exemple. La zoophilie, dans quel texte? La zoophilie, par exemple, on a Isis. Quand on avait tué son mari Osiris, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie avec sa sœur Nephthys. Elles sont allées rassembler son corps. Et quand elles ont rassemblé son corps, elle avait pris son phallus. Elle s'est assise sur son phallus. Et qu'est-ce qu'elle a fait avant de s'asseoir? Elle s'est transformée en un oiseau. Non, les textes... Non, les pyramides, Tu parles des symboles que tu regardes. c'est la parole. Oui, mais ce n'est pas Laisse-le développer. Laisse-le développer. On a par exemple Ramsès II, qui a épousé ses propres filles, 2 filles. Et qu'est-ce qu'il a fait? Les textes montrent clairement, et j'ai ici là, ces textes, les textes montrent clairement que c'était ses épouses. Donc le monsieur, il a des enfants. Et l'autre est ceci. Laisse-moi je parle. Et l'autre, c'est son parole. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le monsieur a des filles qui sont ses épouses et on dit clairement que c'était les grandes épouses royales et il les aimait. Comment un père a des filles et le gars a des relations sexuelles avec ses propres filles? On a par exemple Cléopâtre, la reine Cléopâtre. Elle s'est mariée avec ses 2 frères et elle entretenait des rapports sexuels avec eux. Or, la franc-maçonnerie s'inspire. Et C'est ça le satanisme. C'est ça le satanisme. C'est l'inversion, quand l'inversion, le satanisme, tu as Quand l'autre épouse ses 2 filles, on parle Abraham, c'est c'est ça le satanisme. Vous avez dit qu'en Égypte, il n'y a pas de... Bon, mais Abraham aussi... Calmons-nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il n'a pas perturbé S'il vous plaît, nous nous calmons. Il n'a pas Il perturbé. nous reste quelques secondes. Vas-y, vas-y, pasteur. Je dis donc que dans ces textes, on voit clairement que, n'est-ce pas, Ramsès a épousé ses filles
on voit par exemple que la reine Cléopâtre couchait avec ses propres frères. On voit clairement que Isis, qui est la déesse de la vie, elle a couché avec le cadavre de son mari. Pour avoir au risque, c'est de là que C'est un temps de parole. Non, c'est de là que C'est son temps de parole. Non, mais c'est de là que sort. Et puis aller plus loin. On n'a plus le temps là. C'est bien. Je vous en prie, chers messieurs, chers initiés, je vous en prie, restons au niveau du sujet. C'est un sujet très important, d'une délicatesse à nul autre pareil. Alors, la franc-maçonnerie est-elle d'origine africaine? Je vais passer la parole à l'imam Cheikh Ali. On a vu une illustration, entre guillemets, une image dernièrement, il y a quelques semaines au Cameroun, lors d'un très grand rendez-vous d'un grand maître de l'église catholique romaine. Je vais comprendre s'il y avait quelques similitudes avec le sujet inscrit à l'ordre du jour. Nous avons l'image au niveau, je ne sais pas si notre réalisation a pris l'image. Non, mettez-nous l'image au niveau de l'écran et je passerai la parole à l'imam Cheikh Ali pour son regard concernant le sujet et maintenant le commentaire de cette image. Imam Cheikh Ali. Bon, monsieur Parfait ici. Vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas tout ce qu'on voit noir et blanc qui est symbole de la franc-maçonnerie. Mais je ne sais pas si le réalisateur a eu l'image. Non, m'ont montré au niveau du hangar. C'est pas pourquoi floquer justement à ce niveau-là. Le hangar en haut. Le hangar en haut. Il faut montrer au niveau du hangar en haut. La toiture. Voilà, la toiture qui avait été construite. Oui, allons-y. Donc, Parfait ici, Top dit qu'il est initié, mais il n'a pas la lecture des symboles. Il n'a pas la lecture des symboles. C'est vrai, c'est pas tout ce qu'on voit noir et blanc qui est la franc-maçonnerie. Nous avons donc au niveau de la toiture, voilà. Si au niveau de la réalisation, on pouvait rapprocher cette image et rester au niveau de la toiture, je pense que certains reconnaissent déjà cette image. Effectivement. On remarque que sur cette image, il y a au-dessus de la toiture du pape, de la hangar où le pape est assis, un symbole franc-maçon. Ah bon? Ça, c'est un symbole, c'est la pyramide maçonnique. Vous êtes sûr là? Je ne doute même pas. À 100%, ça c'est la pyramide. C'est les francs-maçons qui disent au revoir pape. Parce que c'est à la base 101. Oui, c'est la base 101. Et on remarque que cette pyramide est faite de plusieurs couleurs, qui sont des couleurs LGBT. Elle est faite en carreau. LGBT. Et vous voyez que c'est un pur hasard. Non, c'est pas un hasard. Et vous voyez que la pyramide est construite comment? C'est fait à briques, c'est comme les briques, c'est comme si on a superposé des briques, des papins. Exactement comme les pyramides en Égypte. Donc on a là une belle illustration, démonstration que au Cameroun, il y a encore des bâtisseurs qui sont des francs-maçons, des architectes qui sont des purs francs-maçons. C'est pour ça que j'ai parlé de la franc-maçonnerie opérative. C'est-à-dire que ce monsieur qui a conçu comment on appelle ça? Ce hangar, ce plan-ci, ce monument, c'est un franc-maçon. Voilà un symbole. Il y a au Cameroun, il y a Yaoundé, par exemple, l'obélix maçonnique. Dans beaucoup d'espaces publics qui sont au Cameroun, vous verrez qu'il y a l'obélix, on appelle l'obélix. L'obélix est d'origine égyptienne. L'obélix est comment on trouve ça? Est-ce que le Cameroun était un pays franc-maçon? Le Cameroun est dirigé par les francs-maçons. Ah ben vous pouvez pas le démontrer. Le Cameroun est dirigé par les francs-maçons. Est-ce que vous pouvez le démontrer? La plupart des dirigeants camerounais portent le pince maçonnique. Mais le pince, si j'ai une médaille, on me donne aussi un pince. Non, la médaille c'est autre chose. Les pinces maçonniques sont différents des autres pinces ou des pinces maçonniques. C'est pour ça que... Non, s'il te plaît, sois poli mon frère. Vas-y mon frère. Vous n'avez pas la lecture d'un initié ou bien d'un connaisseur. Quand tu es un initié. Donc quand vous voyez tout pince, il y a les pinces maçonniques. C'est comment? Est-ce que vous me laissez m'exprimer mon frère? C'est la finalement, tu fais dans le temps de parole des gens. Tu vas peut-être te devoir ici sur le papier. Tu vas venir. Donc la plupart des dirigeants, pas seulement au Cameroun, mais en Afrique, sont francs-maçons. Et c'est l'une des conditions même pour adhérer à un certain nombre de postes. Pour les lignes de conditions d'accès à la franc-maçonnerie. Tu n'es pas franc-maçon, il y a des choses que les gens vont faire, tu ne comprends rien. Les gens vont faire les réunions à minuit, tu viens t'asseoir, tu ne comprends rien. Donc, c'est une chose qui est un fait et qui ne se débat pas. Alain Douk, nous n'avons plus beaucoup de temps.
On vous passe la parole. Je vais dire ceci. Toi, tu insistes que cette affaire n'a rien à voir avec l'Afrique. Je vais dire ceci. C'est vraiment effarant d'en être à vouloir expliquer le lien qu'il y a entre les religions mystères et le symbolisme. Justement parce que c'est des gens qui ont une communication spécifique et qui aiment encoder leur message. Parce qu'à l'origine, mystère est lié au fait de cacher des choses. Donc, on ne va pas revenir encore à quelqu'un qui est supposé être un savant et lui reparler du symbolisme maçonnique. Quand il dit que mais Jésus lui-même enseignait parce que, voilà, on venait à lui donc du fait qu'il avait des apprenants, des péripatéticiens, alors est-ce qu'on va dire que Jésus, machin, truc... Non, c'est ubuesque. Parce que Jésus n'a pas structuré. Je ne vois nulle part dans la Bible où Jésus dit comment tu es apprenti, c'est un grade. Et c'est codifié avec des exigences, des mots de passe pour le degré en question. Puis après tu es compagnon. Il y a des exigences là-bas, des mots de passe. Toute une série d'enseignements relatifs au grade. Puis après tu passes avec des mots de passe, des façons de se saluer. Et encore de la Bible fustige ça. Lorsque vous lisez Proverbe 6. Hein? Fustiger les gens qui parlent par signe, par symbole, par façon spécifique de faire des gestes, etc. C'est écrit dans Proverbe 6.6. Donc, il faut qu'on soit sérieux. Bien, rentrons aux origines. J'ai dit cette histoire qui s'est passée au XVIIIe siècle en Angleterre tend à venir pervertir la vérité sur la maçonnerie. J'insiste. L'origine de la maçonnerie se trouve dans le croissant fertile en Babylonie. Et à la manœuvre, c'était quelqu'un qui a épousé sa propre mère, Osiris. Sa mère Isis. C'est là où, par exemple, une des pratiques fondamentales de la maçonnerie a été initiée avec l'utilisation des substances psychotropes pour passer un enseignement occulté qui ne peut que se passer soit par pénétration et l'utilisation de cette substance psychotrope. Et aujourd'hui, quand vous actualisez ce qui a été fait depuis le commencement par Nimrod Osiris, vous allez constater qu'en réalité, les maîtres maçons d'aujourd'hui vous disent que l'homosexualité c'est comme cul et chemise. Homosexualité, maçonnerie, c'est cul et chemise. J'ai envoyé un article à Tot d'un de nos anthropologues, qui a un article sur la maçonnerie et qui donne l'ancrage anthropologique de la maçonnerie en Afrique. Toi-même, quand tu as fermé la bouche, j'ai fermé la bouche pour lui. Fais tes propres recherches. Tu passes le temps à lire les gens. Quel est le savoir que tu as lire les gens les autres? Je ne suis pas anthropologue. Je ne suis pas anthropologue. Je nourris de ce que l'anthropologue dit. Et là, tu ne peux donc pas. Il a fermé sa bouche. Parce que les hiéroglyphes, tu es un militant. Moi, je ne fais pas ça. Nous nous calmons. Hein. Je pense que nous allons revenir. Il y a un message très intéressant là, où quelqu'un m'envoie un message concernant le passage au bandeau. On m'envoie également beaucoup de... Alors, s'il y a un franc-maçon qui veut participer à cette émission, je ne dis pas un blagueur, hein, je dis un vrai franc-maçon, et il peut venir. Ici, nous sommes très ouverts. Comment ça ne se dévoile jamais? Il se dévoile jamais. Moi, j'ai mon grand frère à Douala, monsieur... comment on l'appelle? Oh là là. C'était pas le nom? Non. C'est pas ça. Non, il lui dit qu'il est franc-maçon. Son nom disparaît justement. Monsieur Emmanuel Com. Est-ce qu'il s'en cache? Il dit qu'il est franc-maçon. Donc c'est un grand frère à moi. Donc nous allons revenir sur cette problématique la semaine prochaine. S'il y a un franc-maçon qui veut participer, qui nous contacte et il aura droit à la parole. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?